à tous, c'est Hubert, vous êtes bien dans Yatta, donc l'émission dédiée au manga et à la Japanimation tous les mercredis, 19h, 21h sur les ondes de Move et en simultané sur le Twitch de Move, ça ne bouge pas depuis tous ces mois, toutes ces années. Ma chère Soso, comment tu vas? Ça va et toi? Très bien, tu arrives du pays des cigales. Je voulais prendre un accent du sud, voilà. Mais on peut continuer comme ça. On peut continuer comme ça toute l'émission. C'était quand même la zone ennemie parce que moi je suis né à Montpellier donc bon. Ouais, et c'est pas le même accent. Ah que ça? Ouais, non, mais je vais pas le tenir. Ouais, non. Mi-marseillais, mi-japonais, tu sais. C'est le principe de l'émission. Mais en tout cas, un Himitsu. Oui. Un peu dans la même lignée que la semaine dernière, mais ça va être un Himitsu / recommandation. Ok. C'est pas souvent. C'est pas souvent. Mais je fais toujours une petite morale. Et c'est ça qui est important dans les Mitsu. Qui est important. Avec un T apostrophe. T-I-M-P-O-R-T-A-N-T. D'ailleurs, tu seras en fin de première heure exceptionnellement aujourd'hui. Oui, bon, mais où je voulais. Ouais, non, okay. je vais pas continuer sur cette phrase. Je ne vais pas commencer l'émission comme ça, mais on a tous dit titres. Mon cher Div, totalement en chapka. Oui, ça va beaucoup mieux. La semaine dernière, j'étais à l'agonie, j'étais totalement... en discussion avec mes ancêtres, je voyais le là. La grippe du Bengale. Finalement, t'es resté. Là, je me suis régénéré à la Wolverine, je suis totalement au max. Et mon kilobits aujourd'hui, il est au max, encore plus que d'hab. C'est vrai, parce que d'habitude, c'est vraiment chaud quand même. Ouais, là, il y a du piment, ça va péter. Ok, j'espère que c'est au figuré. Valentin est là aussi avec un... j'adore. Ce sont les meilleurs. Oui. Valentin, comment tu vas? Nickel. Content d'être de retour. Ah oui, ça fait un petit moment qu'on t'a pas vu, Val. Depuis le nouvel an. Ça fait un petit moment parce que ça fait 2 semaines que le nouvel an est passé. Il fait un Nani avec de 20 minutes. Ouais, non, un Nani c'est pour se rattraper. de 6-30 qui passera et je peux vous dire que vous allez réagir en mode Nani parce que je vais lâcher des anecdotes de dingue. Avec cette voix-là. Avec cette voix et d'autres voix même. Je vais essayer la voix. Nani. Vas-y, on va l'essayer tout à l'heure. Nico de Montero est avec nous, producteur d'animé, mais pas que. Comment tu vas? Ça va, merci. C'est un vrai plaisir de te rencontrer. Merci pour l'invitation. Avec toi, on va parler de l'envers du décor de la fabrication d'animé, la fabrication des saisons et plein d'autres choses. Je peux pas tout dévoiler tout de suite, mais tu as un parcours intéressant, 2, un métier intéressant, 3, des anecdotes intéressantes. Voilà. Très très bien. Bonjour évidemment à tous ceux qui nous regardent et tous ceux qui nous écoutent avec un Z apostrophe sur les ondes de Move. Si tout le monde est prêt, Yatta, c'est parti. Yatta. J'aime bien. Je pourrais pas t'expliquer pourquoi j'aime bien. Nico, du coup, on commence toujours Yatta avec le hype ou pas hype. Donc c'est quelques news qui sont tombées dans la semaine de mercredi à mercredi. Et on va voir ensemble si ça nous hype ou si ça nous hype pas. Des monstres nous cherchent querelle au large de nos côtes. Et nous avons un chasseur de monstres parmi nous. Sorceleur, nous avons besoin de tes services. J'essaie d'empêcher une guerre. Mais toi, on dirait que tu veux en déclencher une. Les gens pensent que je suis devenu trop indulgent envers les monstres. Je vais leur prouver que c'est faux. Voilà, Geralt, il est pas content. 100% téstosterone, c'est très dur à dire. Donc le nouvel animé The Witcher, Les Sirènes des Abysses, arrive le 11 février sur Netflix. On a donc un nouveau trailer qui est sorti, il me semble qu'il est sorti hier. On y retrouve donc Geralt, notre sorceleur préféré, qui doit stopper une guerre entre les créatures des profondeurs et les humains. Mon cher Val, est-ce que ça te hype ? Ça me hype de ouf, pour plein de raisons, mais je vais faire bref. La première, c'est qu'on a repris l'équipe du premier film d'animation, donc on sait que c'est Kali. Et la deuxième, c'est que cette fois-ci, c'est pas un scénario original, mais c'est adapté vraiment d'une nouvelle du livre. Et donc, ça va être mortel, parce que j'ai lu cette nouvelle, je sais ce qui va se passer, c'est dingue. Mais nous spoil pas. T'es un lecteur de The Witcher, toi ? Oui. Et c'est un joueur aussi de The Witcher ou pas ? Non, je suis juste lecteur. Juste lecteur. Oui. Et la série, t'as regardé ? Oui. Et c'était sympa. Ah ouais ? Moi j'ai bien aimé aussi. Ouais. C'était sympa, c'était une série qui passe. J'ai arrêté à la fin de la saison 2, j'en pouvais plus. Ah ouais ? Et encore la saison 3 avec Henry Cavill, après il n'y a plus. Ouais, bon. Nico, est-ce que ça te hype, dis-moi, ce nouveau animé The Witcher ? Ouais. Assez. Effectivement, si c'est un peu comme la série Netflix en live action, je suis pas trop hype, mais si c'est... dis-le. Là, il y a... Avec tes yeux de professionnel, est-ce que tu trouves que l'animation est pas mal ? Ça a l'air vraiment quali, ouais. Ça a l'air... on sent qu'il y a eu beaucoup de boulot derrière. Ouais. Studio coréen. Ah mais c'est rare, faut le souligner. Faut le souligner. Soso.
Bah moi j'aime bien. J'aime bien parce que faut rattraper la série Netflix. Ouais. En fait, la série Netflix, j'étais mi-figue, mi-raisin. Malheureusement, il y a que Henri Cavill en fait qui me faisait cliquer. Je pense que c'est aussi pour ça que j'ai bien aimé. C'est une très bonne raison. Mais non, après, juste un petit truc. Ouais. Geralt, il est trop propre là dans le trailer. Hein. C'est vrai. Il est très propre. Hein. Mais Geralt, il est pas propre non. Mais après, quand il tue de la créature sous-marine, peut-être qu'il va être couvert de sang. Ouais, oui, mais ouais. Après, bon, c'est vrai que c'est le côté un peu. On le voit se transformer, hein. On voit. Oui, mais c'est genre quand il est en normal, ça fait un peu lisse. Après, c'est vrai que c'est le côté police de l'animé, mais en tout cas, ça a l'air très bien fait. Ça me fait penser un peu à Castlevania au niveau du délire, de l'animation et tout, et un peu Mappa Vinland, tu vois. Genre, il y a un petit délire. Moi, dans le trailer, on voit une scène du dessus où ça danse avec des flammes et tout machin. Ouais. C'est très stylé. Ça a l'air bien sympa. C'est vrai. Je valide. Bon, du coup, je vais regarder. Il nous reste un petit mois là. C'est le 11 février. Mon cher Diff. The Witcher, c'est une franchise qui ne me pénètre pas trop. Il l'a fait exprès. Là, il l'a fait exprès. Qui ne me hype pas trop. Et voilà, je vais donner sa chance sur PS4. J'ai essayé aussi sur Netflix. Je suis fan de l'acteur. Je suis fan de l'acteur Henri Cavill. Mais sinon, je suis pas rentré dedans. Je te conseille quand même The Witcher 3. C'est peut-être le meilleur des jeux et peut-être tu pourras changer d'avis. Donc il faut le 3 pour être hypé, c'est ça? Il en faut. Ça arrive. Ça arrive. Voilà, je peux pas te le dire. Je vais tester. Ok. Ça marche. Tu peux laisser, hein. Moi, je pense à Jérôme de la Nouvelle Star. Exceptionnel. Soyons honnêtes, j'ai pris cette news-là avant de vous dire ce que c'est. Pour Diff. Uniquement pour Diff. Il faut savoir, vous avez connu évidemment Fantasy Pegasus, d'ailleurs qu'on écoutera tout à l'heure en entier. Un nouveau vinyle Saint Seiya sort le 24 janvier chez Microïd. Il met tous les OST de l'arc Asgard en animé, donc ça contient 11 pistes. C'est simple, je vais évidemment terminer avec toi mon cher Diff, je commence pas avec toi parce que je sais que tu vas être ultra hype mon cher Nico. Est-ce que ça te hype d'écouter ça chez toi? Ouais, franchement, ouais. Parce que le Chevalier du Zodiac, c'était toute mon enfance aussi. Yeah. Et du coup, bah, pourquoi pas. Même là, en ce moment, dans la voiture, je mets des musiques d'animé. T'écoutes quoi comme musique d'animé dans la voiture? Un peu de tout. Ça passe de générique de Naruto au générique de Dandadan, par exemple. Ok, c'est que pour Soso aujourd'hui. Et bah, il faut qu'il fasse attention là. Il dit pas des trucs comme ça quand même. Du coup, il roule à 160 sur l'autoroute. Soso. Ouais, je suis une grande amatrice de vinyle. Ouais. Et j'adore Microïds pour ça. Parce qu'ils ont fait des vinyles là-dedans. Et entre autres. Et oui, en plus, j'ai vu l'édition vinyle. Il est bleu, c'est beau. Il est magnifique. Il est magnifique. Parce que l'industrie vinyle, j'ai l'impression qu'elle a vraiment. Elle a repop comme ça, c'est revenu, tu vois, de collectionner les vinyles. Tout le monde commence à faire des vinyles quand ils sortent un album ou quoi que ce soit. Et pour le coup, je suis très très hype parce que moi, Saint Seiya, j'ai dû voir vraiment vite fait quand j'étais petite. C'était pas trop ma génération, on va dire. Ouais. Mais j'avais recommencé il y a quelques années et au niveau musique, c'est exceptionnel. Ah oui, ça c'est sûr. Exceptionnel. J'avais fait le concert au Grand Rex et il y avait des 1900 autour de moi qui hurlaient. Ah évidemment. Mais non, c'était incroyable. En plus, on avait le chanteur de l'opening et tout. Incroyable. Mais oui, donc totalement hypé. Val. Ouais, je vais répondre un peu plus longuement cette fois-ci, donc je suis super hype. Voilà, comme ça c'est dit. Et oui, Seiji Yokohama, le compositeur, est un des meilleurs compositeurs. Voilà, il n'y a pas de débat. L'arc de Asgard est une première fois où il y avait un filler bien fait. Parce que c'est hors manga et qu'il fallait vendre des jouets en plus. Donc on a créé des nouvelles armures, des armures avec des doubles dragons, des guerriers divins là. Et cet arc musicalement, il permet d'aller sur des trucs un peu différents qui essayent d'ambiancer. Et je pense que c'est un de mes préférés musicalement avec le film Abel. Okay. Donc je suis super hype de ouf. Donc tu vas te jeter le 24... C'est préco. Oh bien. Ah déjà mon cher Diff. Évidemment, méga hype, tu vois. Évidemment. Déjà c'est un arc que j'ai particulièrement apprécié, tu vois, avec Hilda de Polaris, l'anneau d'Annie Melingen. Tu peux le redire, bien, ouais.
les guerriers divins de Gamma, de Alpha, Siegfried, Odin. Il y avait même un Thor, il y avait un bouc Thor aussi, tu vois. Donc c'était le premier terrible. qu'on voit, Thor. Ouais, et pour moi, Saint Seiya, en termes de musique, parce que j'y étais au concert symphonique, là, j'étais dans les 1900 qui hurlaient, tu vois. Et dans les 1900 torse nu. Non, en fait, c'était pas. C'était plus de l'émotion, parce que pour moi, Saint Seiya, c'est vraiment la saga où les musiques sont les plus profondes. Je suis d'accord. Tu vois, c'est de l'opéra. C'est vrai. Pour moi, c'est de l'opéra, ça va très très loin. C'est du classique. Exact, de la musique classique à son paroxysme de qualité. Tu vois. Je suis d'accord. Donc en vrai, obligatoirement hype. Bah, ça a fait écouter du classique à beaucoup de personnes qui étaient en mode, moi j'écoute pas ça, et ça a lâché des petites larmes sur. Toi, ce côté la musique de yoga. Et puis ce côté théâtral où ils racontent leur vie, là, chevalier, mon attaque, tu vois, c'est magnifique, j'aime bien. C'est une grande tragédie grecque, hein. Ouais. On est d'accord. Vous devez reprendre votre vraie carrière. Vous gâchez votre talent ici, et on voit bien que vous manquez d'exercice. Je me souviens à l'époque, tous les criminels avaient peur de vous. On vous appelait l'assassin légendaire. Le premier épisode de Sakamoto Days est donc sorti samedi dernier sur Netflix. Je rappelle que c'est TMS Entertainment qui s'en occupe. Vous savez qu'on parle énormément de Sakamoto Days dans cette émission. Il y en a un qui est un peu fan ici. Un tout petit peu. Je pense qu'on va pas s'arrêter en si bon chemin. Bah tiens, je vais commencer avec toi, mon cher Diff. Est-ce que ce premier épisode t'a rassuré et t'a convaincu? Bah, j'étais pas inquiet. Okay. Déjà j'étais pas inquiet et en vrai j'attendais ça. Pour moi, l'animé, il rajoute une touche, la musique. Oui. La musique. Tu vois, au moment où il tabasse les gens full up, là, il y a une musique, tu vois. Et c'est ces trucs que tu n'as pas dans la lecture. Jamais. Et on a bien lu, on a lu full up, on était content, on aimait le truc. Et là, l'animation me plaît. L'opening. L'opening, je l'adore. Tu vois, l'opening, il est incroyable. Et évidemment que je suis hypé. Je suis hypé, c'est très John Wick. C'est très avec un peu d'humour. Et oh non, c'est lourd de ouf. Je valide fort. Parfait. Mon cher Val. Moi j'ai kiffé. Et pour rebondir sur les musiques, tu sais que c'est les équipes qu'on fait à My Hero Academia pour les OST, donc ça m'étonne pas. Voilà, c'est pour ça. Voilà. Donc il y a des trucs, les copains de Tom Swiss ont fait un super travail. J'adore les deux ambiances différentes entre scènes d'action où ça bouge vraiment bien, il y a du lightning, il y a vraiment des effets forts, et les scènes pas d'action où on va sur un effet pastel crayonné qui marche très 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 bien, et j'ai surtout hâte qu'on arrive un peu plus loin dans l'histoire parce que Sakamoto, les premiers chapitres, ça prend un peu son temps, et donc vous inquiétez pas les gens, dès le 3e, 4e épisode vous allez être embarqués. Qu'on arrive à la fête foraine à peu près. Ouais. Nico. Ouais, ça c'est une grande surprise parce que moi je connaissais pas du tout le manga. Je connaissais pas. En vous écoutant, du coup, j'ai regardé un petit peu et après, j'ai lancé l'épisode 1. Tu sais que c'est le plus grand compliment que tu puisses nous faire. Quand t'es donné envie de regarder Sakamoto. Vous en parlez souvent. Donc, il en parle. Oui, c'est vrai. mais ouais, agréablement surpris. Agréablement surpris parce que... Et même, ça revient un peu, tu sais, sur ces anciens animés où tu sens un peu plus le coup de crayon. Ouais, c'est ce que tu dis. Je suis d'accord. On est un peu plus dans le tradi, moins dans les couleurs, voilà, un peu plus pastel, où ça pop pas dans tous les sens. Et franchement, je vais attendre l'épisode 2, 3. Bon, après, s'il faut attendre jusqu'à l'épisode 4. Mais attendre semaine par semaine, c'est un peu long parfois. Ouais, par semaine, c'est... Bah oui, mais moi, je préfère ça que tout d'un coup. C'est vrai, moi aussi, j'aime bien. Ma chère So. Alors, moi... Attention, on peut te couper le micro à tout moment. Non, je rigole, vas-y. J'aime beaucoup le début. Le début, il envoie littéralement du pâté. C'est du flashback et tout, ouais. J'ai vu notre petit... début de l'épisode. Okay. Ouais, notre petit Sakamoto, là, comme ça, là, quand il est maigre, là. Sakagosbo. Sakagosbo, exactement. Sakamogo. Il est fit. Ouais. Et franchement, j'étais en mode, ok, je vois les petits ralentis, les petits... moi, ce que j'aime bien, et ce que des fois, un peu, on avait retrouvé dans Dandadan, c'est des fois, ça joue sur juste 3 couleurs. C'était noir, rouge et gris. Ouais. Tu vois, et il se basait là-dessus. Et j'ai beaucoup aimé la première scène. Après, et ça tu l'as dit Val, dans le manga c'est un peu pareil, ça prend son temps. Donc, moi ce que j'aurais à dire c'est que évidemment je pense qu'il va falloir attendre un petit peu, mais lâchez pas. Moi je dirais que le premier épisode n'est pas ultra convaincant. Parce qu'en fait après ce passage là,
Bah, t'es en mode ouais, c'est sympa, mais. Et le problème, c'est qu'on sort là de Ranma 1,5, de Dan Dadan, donc il faut commencer 2025 et envoyer du pâté, sachant. Bon, après, il n'y a que lui pour l'instant, en vrai, de 2025. T'as Zenshu, hein. Zenshu, c'est mortel quand même. Oui, mais c'est pas connu. Tu vois ce que je veux dire dans les attentes. Il y a Solo Leveling. Ah oui, c'est vrai. Ça a commencé il y a 2 semaines aussi, ouais. Et Carnet de l'apothicaire, qu'est-ce que je raconte? Bah oui, c'est vrai. Il y a des trucs quand même. Il y a des trucs en fait, j'ai oublié. Mais dans le bon shonen classico, voilà, c'est vrai qu'il y a Solo Leveling, mais bah du coup, voilà, donnez-lui une chance. Et je pense que attendre peut-être d'un coup d'avoir 3-4 épisodes à regarder, ça pourrait être pas mal. Pour ça qu'au Japon, ils ont pas diffusé pareil, ils ont lâché les 2 premiers épisodes directs. Bah on aurait peut-être dû faire ça. Après, il faut le temps de sous-titrer, de faire. Oui, c'est vrai. Et de mettre la VF. Et de doubler. Parce que moi, je l'ai regardé en VF, du coup. Et je vais me permettre, du coup, de réagir sur cette news-là. Bien sûr. Évidemment. Moi, avant de me faire un avis, je l'ai regardé 2 fois de l'épisode. 2 fois de suite. Pour être sûr de ce que j'avais vu. T'abuses du bail un petit peu. Non, pour être sûr, on parle de quelque chose que j'attendais vraiment. Et en fait, je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit. On en avait parlé, Valentin. J'aime ce côté crayonné sur les vêtements, ce côté qui donne un peu dessin, qui prend vie. J'aime beaucoup le changement d'atmosphère et de colorimétrie pendant les combats. Tu parlais de la scène d'intro. Il y a même la scène de fin dans le hangar. Je trouve que les moments de ralenti sont bien faits, les moments d'humour aussi. Et on avait eu une petite discussion, Valentin, sur le fait que tu trouvais que ça manquait de profondeur sur certains décors. On était beaucoup en huis clos, en fait, sur ce chapitre-là. Donc, attendons de voir, encore, j'en parle de quand l'arc de la fête foraine commence. Mais moi, j'en retire que du positif. Donc, très content. Donc, j'attends avec impatience en fait, la suite. Voilà, et faites-vous votre propre avis, allez regarder Sakamoto. Plus vous regardez Sakamoto, plus on a la chance on a une chance que Yuto Suzuki puisse venir en France. Oui, c'est vrai. C'est clairement mon but. Mais bon, on le mettra juste là. Glénat vient juste de publier une interview de son tanto. Tout de suite, j'ai vu, ouais. Enfin, tout à l'heure, il y a 1 heure ou 2. 1 heure, ouais. J'ai pas encore regardé, mais j'ai vu le truc arriver. Je regarderai après l'émission. Okay. C'est tout pour les news cette semaine. T'allais dire un truc? Non, je disais juste, là, le prochain épisode, c'est samedi. Ouais. Attendez, samedi. Genre de regarder le 1 et le 2 d'un coup pour ceux qui... Parce que je vois dans le chat, il y en a, ils sont en mode j'ai pas vu encore, un truc comme ça. Donc, allez-y. Ouais, c'est mieux d'en voir 2 d'un coup que... Oui, ça peut être bien. Même Solo Leveling, le retour... c'est bien, t'as les 2 épisodes à regarder. Ouais. Et si t'attends dimanche, t'en auras 3. Yeah, baby. C'est tout pour cette semaine. Avant qu'on parle de toi, mon cher Nico, j'aimerais vous dire qu'il y a une brocante pop culture organisée par Kinkai et la Maison Otaku. Ce sera le 18 et 19 janvier. Brocante pop culture. Une brocante pop culture. Ça veut dire qu'on a vieilli. Avec des mangas, des goodies, des figurines, il y a plein d'autres choses. Ce qui est bien, c'est que l'entrée est gratuite. Et ce que je vous ai pas dit, c'est l'adresse. Filles du Calvaire, tu disais tout à l'heure. Ouais, 21 rue des Filles du Calvaire, dans le 3e arrondissement de Paris. Et si vous voulez être exposant, j'ai même pour vous, je vais vous la donner tout de suite, l'adresse mail si vous voulez exposer. Il est encore temps. C'est Jonas, donc JONAS, Kinkai, donc KINKAI.fr. Et j'ai dit que l'entrée était gratuite? Oui. Et l'entrée est gratuite et vous pouvez faire des super affaires avec un Z apostrophe. Oui. Donc n'hésitez pas, les 18 et 19 janvier. Voilà. Nico Montero, donc je rappelle que tu es producteur pour le groupe Blue Spirit, qui a fait entre autres Blue Eye Samurai, qu'on retrouve sur Netflix aussi d'ailleurs, on en parlera. Aussi pour le label Brain Comet, on en parlera aussi. Avant qu'on vienne sur ton métier, j'aimerais savoir comment tu es devenu producteur d'anime. Comment je suis devenu producteur d'anime? Parce que ça arrive pas comme ça en claquant des doigts. Ça part de Grigny. Oui, on peut dire que t'es du 91 de Grigny. Ouais. Ça part de... déjà, à la toute base... mon rêve, c'était d'être profiler. Ah, rien à voir. Ouais, rien à voir. Le Himitsu de Soso va te plaire. Mais profiler à cause des séries que t'as pu voir. À cause des séries, ouais. À cause des séries. Et aussi de ses potes de Grigny. Tu vois, il y a quand même... Ah, c'est vrai, il a regardé par la fenêtre. Et après, après, j'ai toujours été passionné de manga. Ouais. J'ai grandi avec le Club Dorothée, Dragon Ball Z, le classique des 1900. Voilà, exactement. Et je me suis dit, j'ai toujours une fibre business. Ok. Et je me suis dit, pourquoi pas tenter de monter un business dans ce qui me passionne. Donc du coup, je suis parti en école d'animation. Là, on a quelle année quand tu fais l'école d'animation? On est en 2010. 2010. Et c'est laquelle? C'est le Gobelin? Lisa, elle s'appelle. Okay. Et du coup, en 2012, je monte ma boîte avec des associés. Ok.
et on se lance en terre inconnue. En terre inconnue, sans contact, sans rien. Et on commence petit à petit à se faire une petite place dans un monde. C'est un peu comme dans les films, j'extrapole un peu, mais c'est un peu comme ça, un monde qui est assez fermé, le monde d'animation. Oui, j'imagine. Et surtout à ces niveaux-là. Et on essaye de créer une série qui va faire la différence, un projet, faire de l'animation, faire quelque chose de bien pour se démarquer petit à petit et gravir. Donc au début, tu pars sur tout de suite de la prod où vous réalisez vos propres vos petits cours pour montrer techniquement ce dont vous êtes capable. C'était ça, ouais, c'était ça. On développait des séries, on avait plein d'idées, on essayait de les rassembler, on faisait des petits teasers et ensuite on allait les pitcher aux chaînes télé. C'est pour rebondir sur ta question. Vas-y. C'était déjà des créas ou est-ce que tu étais parti sur des licences en disant tiens vas-y je vais faire la suite de Dragon Ball ou C'était des créas. Mauvaise idée hein. Au cas où. Vas-y. C'était des créas et après là maintenant on là avec Blue Spirit, Brain Comet et Digital Banana qui est la troisième société. J'en ai pas parlé encore. Là nous soit on crée des projets ou soit on essaie de détecter un bon manga, une bande dessinée, quelque chose, une IP forte sur laquelle on pourrait monter. Et tu parles pas de la bière quand tu dis IP, c'est important. Non, une propriété intellectuelle. Ouais, voilà. Diff. Ouais, c'est très important que tu détailles là, t'es très mystérieux. Oui, petit à petit. Et en réalité, le déclic, là où vous sentez que vous tenez quelque chose, et c'est sur quoi que ça se passe en fait? C'est un mix de tout. En gros, c'est une espèce de vision. Tu vois, avec des super pouvoirs, j'arrive à détecter... Parce que quand tu dis petit à petit, ça veut dire que forcément, il y a beaucoup de galères. Forcément, il y a beaucoup de désillusions, tu vois. Et à quel moment vous dites, ah là, on tient quelque chose? En gros, on a une idée. Et ensuite, on va la présenter à des partenaires, à d'autres producteurs, ou on la présente aux chaînes télé. D'accord. Et là, si tu vois, la chaîne télé, elle nous regarde, elle nous dit ouais, vous avez quoi d'autre comme projet? Là, on sent que ça va être un peu plus dur. Par contre, si on sent qu'il y a un petit truc, une petite étincelle. Et c'est quoi que vous avez présenté et qui avait l'étincelle? Là, dernièrement, c'est un projet d'animé. Ok. D'animé avec l'objectif, en gros, c'était de faire un animé français. On va en parler tout à l'heure. On va en parler tout à l'heure. Je te garde pour la deuxième heure. Ok. Justement, tu parlais rendez-vous avec les chaînes avant qu'on rentre vraiment dans comment on fait un animé. Comment ça se passe un rendez-vous avec une chaîne pour proposer une création? T'envoies un mail. Et ensuite t'as le directeur de programme qui te reçoit ou les responsables de programme. Tu pitches ton projet comme un exposé. Mais t'envoies le mail avec la maquette de ce que vous avez fait, du projet? Même pas. Ou une image. Pour attirer, tu t'expliques très rapidement à quoi correspond le concept. Ouais. Et ensuite, c'est un exposé. Tu vas présenter le concept de la série, l'univers dans lequel vont évoluer tes personnages et qui sont tes personnages. Ok. Val. Ouais, t'as parlé de chaîne, mais t'as aussi parlé de Netflix, et c'est quand même deux écosystèmes qui sont complètement différents, notamment d'un point de vue de business model, parce que les chaînes, elles vont t'acheter un droit de diffusion, mais elles vont pas le bloquer partout, donc tu vas pouvoir rentabiliser sur 50 chaînes dans le monde entier si tu as de la chance de le vendre dans différentes langues, voire même sur différentes chaînes à des temporalités différentes. Alors que si tu vends un Netflix, tu vends one time dans le monde, comment ça vous a impacté, vous, ce changement de paradigme? Gros impact. En gros... Quand tu es producteur, tu passes aussi ton temps à regarder un peu tous les nouveaux accords qui ont été faits en France avec des obligations d'investissement. C'est-à-dire que les chaînes linéaires, TF1, M6, etc., ont une obligation d'investir dans des œuvres françaises, soit dans des nouvelles IP, donc des créations originales, ou soit dans des saisons 2, saison 3. Et Netflix, Amazon, Apple ont les mêmes obligations. Et donc du coup, tu te retrouves sur ce que tu disais, sur un espèce de jeu, pour vraiment simplifier et pas perdre tout le monde, c'est un espèce de jeu entre les droits de diffusion. C'est-à-dire que tu vas te dire, ok, TF1, ça peut avoir un droit de diffusion en France, donc je vais aller chercher une chaîne italienne, une chaîne anglaise pour avoir un droit de diffusion sur ces pays-là, et aller voir une SVOD, un Apple, Netflix, en leur disant, est-ce que ça vous va si ces territoires-là sont bloqués ou pas? C'est vraiment une espèce de complexité qu'on essaie de
rassembler, de voir avec les diffuseurs et tout le monde. Tu es entre autres derrière Blue Eye Samurai. Tu parlais de Netflix, d'ailleurs, on retrouve sur Netflix. Comment se passe la création, alors pas forcément tout de suite d'une saison, mais la création d'un épisode, c'est-à-dire en termes de temps, en termes de peut-être des storyboards avant. Explique-nous un peu tout ça, parce que c'est très vague pour nous. Bah, en gros, c'est super long. Super long. Tu commences par la phase de pré-production, où là, tu vas faire tous les scripts. Donc, un épisode, par exemple, de 22 minutes, ça va être une trentaine de pages. D'accord. De 26 minutes, trentaine de pages. Un épisode de 11 minutes, ça va être une quinzaine de pages, 13 pages. Tu fais toute ta saison à l'écrit. Pour vraiment simplifier les choses. Tu fais toute ta saison à l'écrit. Ensuite, tu envoies tous les storyboards. De la saison entière, pas du premier épisode. Non, de la saison entière. Et une phase de ce qu'on appelle le layout, juste avant l'animation. En gros, si c'est en 3D, on va placer des caméras, on va faire bouger les personnages assez brièvement. Et si c'est en 2D, tu mets ton personnage en pause. D'accord. Et ça, tu le multiplies par le nombre d'épisodes. Oh là. Donc tu te retrouves avec... par épisode, tu peux avoir 200, 300, 400 plans. C'est ignoble. Ça, c'est en gros, si tout se passe bien, t'en as entre 6 et 1 an de pré-production. Ah oui. Et ensuite, tu lances la production. Val. Blue Eye Samurai a une particularité super rare. Au milieu de la série, vous changez l'aspect ratio. On est en 16/9 sur les 7 premiers épisodes et on passe en 2/35 sur la suite en format cinématique. Vous le saviez dès le début? Vous vouliez faire cet effet? Ou sinon, c'est venu comment? Moi, personnellement, j'ai pas été vraiment impliqué sur Blue Eye Samurai. Parce que nous, en gros, on a rejoint le groupe Blue Spirit fin novembre 2023. Donc la saison était déjà produite. Mais d'expérience, c'est des choses qui se regardent juste avant, au lancement, à la pré-prod, à la production. Diff. Ma curiosité, c'est tout ça, ça représente, pour une saison, en termes de staff, combien de personnes impliquées? Et parlons bif aussi. Ça équivaut à quel genre de budget? Déjà, à ton avis, si on la produit en France, parce que le Japon n'a pas les mêmes coûts que nous, le Japon est beaucoup moins cher que nous. En France, tu vois, une série d'animation classique pour enfants, ça va aller de 5 millions d'euros à 15 millions. Oui. Pour une saison. Hein. Pour une saison. Okay. Là, tu parles des trucs des Teletubbies, des trucs comme ça. Non, là, on parle d'animation. Ouais, Teletubbies, c'est du live. Les gens en costume tranquille. Ouais, le bébé soleil. Du Spirou, du Picsou. Non, mais là, on peut passer même sur Blue Eye Samurai. C'est un peu plus gros. C'est Blue Eye Samurai, genre Totally Spies, un peu genre. Genre Totally Spies, ouais. Et après, en termes d'effectifs, pourquoi ça coûte aussi cher? Parce qu'à chaque poste, déjà, chaque poste coûte un peu cher. Parce qu'on est en France avec les charges sociales et patronales. Donc, du coup, tu doubles l'ensemble. Et tu te retrouves à 30, 50, jusqu'à 100 personnes qui peuvent bosser sur une série d'animation. D'accord. Et ça, multiplié par le nombre de jours. Si tu vois, la pré-prod, c'est 1 an. La prod, ça va être 18 mois. Et la post-production, ça va être 8 mois. Donc, en gros, tu es sur une prod qui va durer 2-3 ans. 2 ans si tout se passe bien pour livrer des épisodes. Et il faut payer tout ce monde-là. Évidemment. Mais c'est un peu comme quand tu dois livrer un appartement, genre t'as des délais quand même. T'as des délais, ouais. T'as des délais et parfois, si par exemple une chaîne achète ton projet, ils peuvent se dire, ok, Noël 2026, je veux la livraison des premiers épisodes. Sauf que toi, derrière, t'as vendu ton projet entre guillemets parce que l'idée leur plaît, mais derrière toi tu dois réunir 10 millions d'euros. Ah oui, ça on a jamais... Et donc t'as cette pression-là, t'as cette pression de dire ok, il faut finaliser le financement, mais t'as aussi l'autre pression de te dire là t'es obligé de faire une série de qualité et des scénarios qui plaisent, des scénarios qui fonctionnent. Dis-moi, tu sais, on en avait parlé une fois dans Yata, c'est qu'il y avait des animateurs de chez Mappa qui avaient parlé, qui avaient dit que le rythme était insoutenable et qu'il y en a qui ont arrêté. Il y avait des burn-out.
Quel est justement le rythme de production? C'est-à-dire une journée, elle fait combien d'heures? Est-ce qu'il y a un jour de repos dans la semaine? Comment ça se passe? En plus, pour tenir les délais. On est en France. On est en France, donc du coup, ça va. Ça va. Non, c'est en fait, ça devient de l'industrialisation. C'est on met ce qu'on appelle des quotas d'animation. Tu dois livrer, un animateur doit livrer 6 secondes à 9 secondes par jour, et ça enchaîne. Et tu as 30 animateurs qui vont être à la chaîne sur plusieurs shots, plusieurs trucs. Une journée pour faire 9 secondes. Donc pour se rendre compte du travail que c'est. Quoi. Il a mis 10 ans pour le garçon et le héron, on se rappelle. Ah oui, c'est vrai. En 2D, par exemple, si on part sur un peu le modèle japonais, ça va être dessiné au brouillon. Ouais. Tu dessines au brouillon ton animation, donc après tu essaies de faire une bonne animation, de faire bouger le bras, etc. sur 25 images. Ces 25 images-là, tu vas les cleaner. Donc tu vas juste je rappelle pour tout le monde, 25 images, c'est pour une seconde. C'est pour une seconde, c'est ça. Et tu vas les cleaner, donc tu vas les faire au propre, tu vas gommer tout ce qui fonctionne pas, et ensuite tu vas coloriser chaque image. Ok. Et ça multiplié par, du coup, c'est un épisode de 22 minutes. Ouais, voilà. Ça fait beaucoup d'images. Ça fait beaucoup d'images. Val. Je vais juste revenir un tout petit peu sur ce que Diff demandait par rapport au pognon et expliquer en mettant ma casquette de vieux. C'est ça qui a permis aux dessins animés japonais de débarquer en France. Parce qu'à l'époque, si tu faisais 1 minute de dessin animé en France dans les années 70 et 80, ça coûtait 10 000 francs. 10 à 20 000 francs. Donc 1 500 euros et disons 10 000 euros pour simplifier. Alors que si tu achetais un épisode entier au Japon, ça coûtait le même prix qu'1 minute de production en France. C'est pour ça qu'ils ont acheté des quantités de cassettes. Ils les achetaient sans même regarder. Ils allaient arriver de vous avez combien d'heures? On prend tout. Et c'est ça qui a permis aux dessins animés Club Dorothée d'arriver dans les cassettes. Il y avait quel survivant? Merci Jean-Luc Azoulay. Voilà. Et en disant merci à quelqu'un, je reviens à nouveau sur. Non, c'était nul. Je reviens à nouveau sur ce que Diff a dit. Très bien. La première rencontre qui a changé ta vie, c'est le moment de dire merci à cette personne. C'était qui? Question en professionnellement parlant. Genre le premier qui t'a dit oui pour un de tes projets où tu t'es dit le game changer. Le game changer de ton parcours. Quand j'avais ma boîte, il n'y en a pas eu tellement, mais là actuellement, là c'est mon boss actuel qui m'a permis de lancer qui s'appelle John celui Banana. De Blue Spirit, hein. Celui de Blue Spirit et celui de Digital Banana. Digital Banana. Ouais. Okay. C'est lui, là pour le coup, pour toi, c'est pas un gros fan de manga. Et il m'a dit ok, ton idée, elle est stylée, viens, on y va. Et après, il faut mettre l'argent. On en revient toujours, c'est un peu le nerf de la guerre. Soso. Mais du coup, on reparlait un peu de la production des épisodes. Il y a quand même le délire, et c'est un peu, tu sais, une légende urbaine dans la tête des gens. Il y a l'animation 2D. Et celle faite par ordinateur. Et il y en a beaucoup qui disent oui, par ordinateur, ils font ça parce que ça va plus vite. Et à un moment, j'avais interviewé celui qui avait aidé sur Le Garçon et le Héron, qui avait travaillé aussi sur Evangelion, et il disait en fait, c'est pas forcément que ça va plus vite. Si c'est bien fait, ça prend autant de temps qu'un truc en 2D. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus, justement, sur les équipes? Il m'a dit en fait, ça monopolise d'autres personnes. En fait. C'est ça. En gros, le ratio, il est un peu pareil. C'est juste que en 3D, par ordinateur, tu auras plus de flexibilité. C'est-à-dire que si tu as ce qu'on appelle des retakes, parce que ça, on n'en a pas parlé aussi, mais tu auras un réalisateur qui va vouloir changer tout un plan, qui va te dire l'animation elle est trop molle, donc il faudrait la rendre plus dynamique. La chaîne télé qui va pas comprendre, donc il faut que tu changes. Un client, pareil, quand tu travailles pour de la pub, un client qui va te dire non, en fait, j'ai changé d'avis. Et donc, du coup, oh là là, quel enfer! Les relous! C'est le client. Faut tout recommencer. Et non, c'est juste une avancée technologique. Et en 3D, c'est un peu plus simple. C'est un peu plus simple de faire des retakes. Donc c'est pour ça que sur des grosses séries, c'est un peu plus simple en 3D, mais on a différents problèmes en 3D comme différents problèmes en 2D. Les deux, après, ça reste de l'industrialisation. Donc dès qu'il y a un petit truc qui cloche quelque part ou des petits trucs qui clochent quelque part, là... C'est la mierda. C'est un peu dur. Dis-moi, tout à l'heure, tu parlais des animateurs qui bossent dessus. Est-ce que tu bosses tout le temps avec les animateurs, avec les mêmes animateurs? Est-ce que tu les recrutes directement à l'école? Est-ce que tu as déjà ta team de professionnels? Comment ça se passe? C'est un tout. C'est un tout. Chez nous, on a un core team. Et quand on a des nouveaux projets qui rentrent, là, on fait appel,
t'envoies une offre d'emploi et t'as tout le monde qui vient postuler. Et ça peut être du junior comme du senior, un sorti d'école, un mec qui a bossé 10 ans chez Disney. C'est plus... ils arrivent avec une démo reel et nous on regarde si ça correspond au style d'animation qu'on veut, on le recrute. Val. Justement, tu parles de style d'animation et il y a énormément de styles d'animation et il y a plein de publics, des publics différents selon les styles et même tu as des chaînes qui vont te demander pas les mêmes types de production, de réalisation. Comment est-ce que vous vous battez pour dire non, nous ce projet-là faut qu'il soit vraiment en 2D tradi, celui-là faut que ça soit du cel shading parce qu'on veut faire un effet à un moment. Comment est-ce que vous décidez ça? Tu diras ce que c'est que le cel shading parce que tout le monde ne comprend pas. Vas-y. Non, par exemple avec les chaînes télé, c'est pas tant la technique. 2D ou 3D, c'est un peu pareil. Ils font la différence forcément, mais c'est un peu pareil. C'est plus sur les cibles. La catégorie d'âge, ouais. Ouais, les catégories d'âge, en gros, tu vas avoir des séries qu'on dit preschool pour les enfants, vraiment pour ce que disaient les Teletubbies, où tu montes. Et tu as des catégories d'âge. Le 6-10 ans, par exemple, c'est une des cibles que nous on affectionne le plus dans l'animation. C'est là où tu peux mettre de l'aventure, etc. Et après tu as les cibles adolescentes comme les animés. Et c'est plus ça qu'on va regarder. Par exemple, on sait que certaines chaînes télé, tu peux pas leur vendre, ou ça va être beaucoup plus compliqué de leur vendre une série haute cible, donc du kid 8-10 ans, alors que t'as des plateformes en ce moment, les Crunchyroll, etc., qui vont rechercher beaucoup plus des séries ado-adultes. Et eux, par contre, dès que tu leur pitches une série kid, pour l'instant, c'est pas leur volonté. Pas leur truc. Tu veux qu'on revienne sur le cel shading du coup? Ouais, s'il te plaît. C'est, comment l'expliquer facilement à l'oral, si vous avez joué au premier jeu vidéo en 3D, donc si vous êtes un peu vieux... Mario 64. En fait, chaque morceau, chaque plan, en fait, tu vas considérer que c'est une cellule et tu vas appliquer une texture dessus et tu vas jouer à faire des cellules qui vont être collées, mais pas forcément sur un plan linéaire, justement, et tu vas simuler. Donc, tu as 3 dimensions en mettant toutes ces petites pièces de Lego que tu vas mettre collées à coller. Tu vas pas les empiler. Et ton cel shading, c'est ton animation de passer les ombres sur ces différentes formes pour donner le volume. Parce qu'au final, c'est plein de formes plates que tu vas poser. Et c'est un des dérivés de la 3D. Dofus, les premières saisons étaient en cel shading avec les animations en flash. Ok. Très résumé, ne m'insultez pas sur internet s'il vous plaît. Personne ne t'insulte sur internet, on ne le permettra pas. C'est pour ça. Et puis à mon avis, s'il y a quelqu'un qui insulte le savoir de Valentin, c'est pas la peine. C'est pas possible. Ça n'existe pas. C'est pas possible. Nico, on a parlé rapidement de Blue Eye Samurai, mais t'as aussi fait la suite des Cités d'Or. Le studio Blue Spirit. Avec le studio Blue Spirit. Comment on fait la suite d'une série animée qui a été un grand succès en son temps? Et surtout, est-ce qu'on se base sur ce qui a été déjà fait, on se retape tout? Est-ce qu'on en parle avec les ayants droit? Comment on le fait, cette suite? Comment on l'a fait, pardon? Moi, j'étais pas dessus. Ouais. Mais je sais qu'il y a eu énormément de problèmes juridiques. Faut revoir toute la chaîne juridique. Alors, est-ce que tu peux en parler ou pas? Je pense que... Non. Je sais pas trop, on va se faire pas mal d'ennemis. Mais en gros, il y avait plein de problèmes juridiques. Et donc, du coup, il faut d'abord... Ça, c'est le point de vue business. Il faut d'abord recliner tout cet ensemble. Et après, c'est un boulot de créateur, de scénariste, de dire sur quel nouveau point de départ on va partir. Et pour créer une nouvelle saison. Juste avant de te lancer, Diff, tu disais que toi t'as pas bossé dessus, mais comme vous êtes une grande équipe dans la même boîte, est-ce que vous êtes exigeant sur la qualité pour que tous les animés qui sortent de chez vous aient exactement la même qualité, comme peut faire un Mappa, comme peut faire un Madhouse ou les autres, tu vois? Ça à fond. Et c'est même toute l'ambition, c'est d'avoir cette qualité premium dans le groupe. C'est vraiment on a des super artistes et avec des super bonnes visions, et donc du coup l'idée c'est vraiment d'être
sur le côté vraiment premium, d'être tout ce qui va sortir, tout ce qui sortira là dans les prochaines années ou prochains mois, il faut que ça atteigne une qualité. Donc du coup derrière, je parlais d'industrialisation, mais derrière il y a aussi tout un développement technologique de la 3D, d'outils qui est mis en place, d'outils maison qui vont permettre de monter encore plus le niveau à chaque production. Ok. Diff. Oui, tout à l'heure, tu as évoqué le fait que c'est devenu très business. On a parlé de millions d'euros un peu, tu vois. C'est vrai que ça fait beaucoup d'argent. Mais à l'intérieur, au niveau de tes goûts perso, passion, c'est-à-dire c'est quoi les œuvres qui résonnent en toi en termes de manga? En termes de manga, moi, en fait, soit je suis passionné par les œuvres du moment. Par exemple, un Dan Dadan, je suis tombé dedans. Un Ranma, ça a fait super bien. Toutes mes vacances de Noël. Sinon, après, j'ai des œuvres plus emblématiques comme Dragon Ball, forcément. Dragon Ball qui est... Évidemment, Michael Jordan. Ouais, c'est ça. Je tentais des Kamehameha et tout dans ma chambre. On a couru les bras comme ça à la récré. Crié à Grigny. Après, il y avait Captain Tsubasa. Pour moi, c'est vraiment parce que Olivier Tom pour les 1900. Tom. Du coup, ça c'est ce que j'ai toujours été passionné aussi de foot. D'accord. Donc ça, c'était toute ma jeunesse, tenter les mêmes dribbles que... La catapulte infernale, voilà, ne l'essayez pas. Tenter de rebondir sur le poteau. Ah, très mauvais. Comme Ed Warner, non, très mauvais. Et sinon, il y en a un qui m'a particulièrement intéressé quand j'étais gamin, c'était Cardcaptor Sakura. Alors là, depuis tout à l'heure, toutes tes rêves, en fait, sont les rêves de Soso. Ouais, elle a sa gourde de grénadine et ses chaussures Sakura. Elle en peut plus. C'était sur la 6, hein? C'était sur la 6 à 18h ou quelque chose comme ça, 18h30. Ouais. Et ça, c'était ouf. En fait, pourtant, on est dans un autre univers, les Magical Girl. C'est génial. Ouais, mais en fait, je pense que tu vois, c'est un Magical Girl qui était... shonenesque. Ouais, c'est ça exactement. C'était pour... moi, tu vois, les Sailor Moon, je trouvais ça sympa, mais... C'est Sailor Moon, la reine de ça. Magical Girl, oui. En termes de mainstream, oui. Après, c'est la Beyoncé du truc, quoi. Sailor Moon, c'est la Beyoncé du truc. On est d'accord. Parce que c'est la plus emblématique. Pour nous, en France, donc peut-être. Oui, mais j'ai pas connu cette ref. Même au Japon, c'était la plus emblématique, mais Cardcaptor Sakura, ça a marqué. Après, je trouve justement qu'il y a un côté presque un peu plus shonen et plus regardable par tout le monde parce que Usagi, elle était un peu plus insupportable dans Sailor Moon. Elle est un peu plus chiante, on va dire. Mais nous, on aimait Sailor Jupiter. Oui, mais vous avez eu votre harem. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que Sakura, il y avait Sakura, il y avait quand même un garçon, il y avait Lionel en français, qui était Shaolan, mais c'est pas grave. Et il y avait un mélange de garçons et de filles. Et c'était quoi? C'était un girls band? C'était un girls band qui faisait la bagarre avec des... C'était l'avant Pokémon, en fait, parce que t'avais l'avant Pokédex. C'est Yu-Gi-Oh! En fait, Yu-Gi-Oh! Avec un sceptre. Voilà, c'est littéralement ça. Et attends, t'es de quelle année? Juste pour savoir. 1988. Ah, ok, on a 3 ans de différence. Ouais, du coup, je me disais, du coup, t'as regardé ça fin primaire, quoi. Ouais, ça doit être... Fin primaire, début collège, ouais. Ah ouais, ce qui est exceptionnel. Je sais que t'as une question, mais mets-la de côté. Ma chère Soso, garde-la pour après. Ok. Parce qu'en deuxième partie, on va continuer l'interview avec Nico. Mais avant de passer à tout ça, ma chère Soso, je sais que toi, c'est le moment good vibe, c'est le moment bonne ambiance, c'est le moment Emitsu. De quoi tu nous parles cette semaine dans l'émission, ma chère Soso? On était bien avec Sakura, là. Ah ouais, je sais. Mais bon, aujourd'hui... on va parler d'un truc. Ça, comme je vous ai dit, ça reste un peu sur ce qui a été dit la semaine dernière. Et je voulais en parler la semaine dernière, mais je me suis dit, ça va faire trop long. Titre. Et du coup, il y a eu un petit drame, un petit bad buzz il y a pas longtemps sur l'application Manga Plus, donc la plateforme de diffusion de chaque chapitre de la Shueisha où vous pouvez lire One Piece, tout ça. Boruto est excellent, avec un nouveau titre. Et attention, j'ai pas fait ce jeu de mots par hasard, ce titre s'appelle Drama Queen. Ah oui. Et ce qui s'appelle comme ça exprès, on ne sait pas, mais en tout cas, beaucoup de personnes se sont dit que ce manga était problématique dès le premier chapitre, car il serait très raciste.
Ah bah dis donc. Ah là. Ah. Alors moi je l'ai lu le premier chapitre avant d'entendre ces histoires. Puis après, moi, j'aime bien aller dans la petite section commentaires quand je lis un chapitre, que ce soit Boruto, n'importe quoi. J'aime bien voir les commentaires des gens. Bon, là, c'était donc c'est disponible qu'en anglais pour l'instant. Mais du coup, je vais voir les commentaires et je vais voir un peu les retours des gens dessus, parce que c'est vrai que je lis le premier chapitre. Je vous fais le pitch après, j'étais en mode ouf, bah dis donc, c'est particulier. Et là, c'est l'hécatombe. J'ai l'impression que les gens n'ont pas forcément compris, comme moi je l'ai vu, mais je vais faire le pitch et vous allez me dire ce que vous en pensez. Donc Drama Queen, un manga de Koraku Ichikawa qui compte actuellement 6 chapitres, donc c'est pas beaucoup, c'est tout récent. On va suivre l'histoire de Nomamoto qui vit dans un monde, notre monde actuel, qui aurait été sauvé par les extraterrestres. Et oui, apparemment il y aurait eu un problème, ils seraient venus nous sauver et ils vivent actuellement avec les humains, ils sont vraiment bien intégrés à la société, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont mariés avec des extraterrestres, ils travaillent avec eux, alors je vous fais un dessin vite fait, ils ressemblent littéralement à des Barbapapa en moins bien. Donc ouais, il y a des gens qui... Voilà, c'est chacun son délire. Voilà. Ouais, chacun son délire, mais bref, il faut un peu leur loi aussi. Et du coup, elle, Nomamoto, elle est ouvrière dans une petite usine et son patron, c'est un extraterrestre. En plus, ils sont un peu maladroits. Des fois, les extraterrestres sont un peu grands. Ils peuvent faire mal. Et des fois, elle a le nez qui coule parce qu'il lui a tapé dans le nez, un truc comme ça. Et il s'excuse pas. Vous commencez à voir où je veux en venir ou pas ? Je continue. Notre héroïne, elle ne veut pas... elle ne peut pas les piffrer du coup, elle peut pas les sentir, elle va un jour rencontrer un garçon qui s'appelle Kitami, qui aurait perdu sa famille à cause des extraterrestres. Vous le saurez plus tard pourquoi, je vous spoil pas. Et du coup tous les deux, ils sont au bord sur la plage, ils vont discuter, ils vont se trouver un gros point commun. Ils détestent tous les deux les extraterrestres et préféraient qu'ils disparaissent. Vous la voyez venir je le vois venir. C'est alors qu'un soir, Kitami va arriver chez Nomamoto, il a fait une grosse bêtise. Il a tué un extraterrestre. Et il lui ramène le cadavre. Et il se demande comment on va faire en sorte de cacher le corps, le dissoudre, n'importe quoi. Après, parce qu'en fait, ils sont particuliers au niveau de leur texture, de leur odeur et tout machin, donc ça va. Et puis ils sont pas experts, tu vois. Ils sont pas experts en dissimulation de cadavres. J'ai pas les couleurs. C'est en noir et blanc. C'est en noir et blanc, c'est compliqué. C'est pas webtoon. Et du coup, ils sont en mode, mais qu'est-ce qu'on va faire ? C'est pas des pros. Et contexte, ils sont ouvriers. Ils gagnent pas beaucoup d'argent. Ils ont un peu faim. Et je dis pas ça par hasard, ils vont alors le cuisiner et le manger. En tout cas, c'est plutôt Nomamoto qui va vraiment apprécier ce mets délicat que sont les extraterrestres, parce que Kitami, c'est pas trop son truc. Ouais. Et là, les gens, quand ils lisent ce chapitre, ils se sont dit... on est sur un vrai problème avec ce manga. Les gens ont crié au racisme sur ce manga, sur la haine des Japonais envers les étrangers, parce que ce manga, comme par hasard, il arrive juste après cette fameuse période où il y a eu vraiment des gros problèmes avec le tourisme au Japon, où on pourra citer Johnny Somali, ce fameux... C'est le mec qui tag là ? Ouais, non, c'est le streamer là qui avait fait des lives où il disait... Dans le combine ? Ah non, c'est pas ça. Alors, il était partout, il faisait chier tous les Japonais. Le premier truc qui lui a fait buzzer, c'est quand il était dans le métro et qu'il a dit à un Japonais tu connais Hiroshima, Nagasaki mais quelle honte. Et qui disait on va le refaire et tout machin nanina. Et en fait il faisait que des trucs comme ça pour énerver tout le monde. Il était insupportable. Ils ont réussi à enfin l'arrêter parce qu'un jour il a passé une barrière qui était pour une entreprise privée et tu peux pas rentrer dans des endroits qui sont privés. Ouais. Et là il s'est fait expulser. Bon, il allait en Corée, mais sauf que les Coréens c'est pas les Japonais, ils lui ont pété les dents. Et du bien coup, fait. Ah ouais, non, les Coréens, ils l'ont attrapé. Mais voilà, mais bien. Ça a été fait en live aussi. Je pense que de toute façon, ils voulaient juste du buzz. Mais bon, bref. Et il y avait aussi d'autres choses. On en voyait partout sur les réseaux. Et moi-même, j'y suis allée à Kyoto cet été. J'ai été choquée de voir, et en même temps, ça m'a pas surprise, qu'il y avait des rues barrées. On pouvait plus aller, il y a certaines rues où je me baladais à l'époque, tranquillou le soir, et elles étaient barrées parce que les gens n'arrivent pas à respecter des rues. Il y a des interdictions maintenant de prendre des photos dans certaines rues de Kyoto parce que les gens ne peuvent pas s'empêcher d'harceler des maïkos ou des geishas. Donc les maïkos, c'est les apprentis geishas. Dans la rue, on pense à cette tantine qui voulait absolument prendre une photo d'une geisha en lui courant après, en mettant le téléphone devant sa tronche. La geisha, elle l'esquivait à chaque fois et elle continue à courir. Il n'y avait personne pour mettre une balayette à cette tantine. Bon, je suis pas sur la violence, mais quand même des fois non, je m'aventure pas sur ces terrains. Voilà. Bon bref, mais on s'est compris. Mais voilà, ça a fait le tour au Japon, c'est problématique, le tourisme machin, et du coup
personnellement, je comprends pourquoi on peut s'imaginer que ce manga traite de ça. Et en vrai, on n'a que 6 chapitres. Donc on va voir pour la suite. Mais déjà, je trouve qu'il a une vibe complètement perchée, ce manga. Si vous le lisez, il y a une petite vibe Chainsaw Man. Pour le coup, c'est complètement glauque et à part, et ça prend pas de pincettes. Et c'est pour ça que j'ai totalement accroché personnellement, mais surtout pour moi, ça ne parle pas de la haine des étrangers, mais bien de la colonisation. En vrai, pour moi, c'est pas du tout la haine des étrangers, c'est la colonisation. Et vous savez, le sujet traité dedans, c'est le fait que les extraterrestres soient venus ailleurs pour envahir un peuple et leur dire on vous a sauvés, vous inquiétez pas, on est les meilleurs, et prendre le dessus et un peu imposer sa façon de voir les choses. Ça rappelle quand même l'invasion américaine au Japon, hein, qui les a totalement choqués, et qui encore aujourd'hui, ça a changé totalement leur vision des choses, et leur société aussi. Et on va pas s'arrêter là, hein, bien évidemment, je vais pas citer des pays, quoi que ce soit, mais tout le passé de l'esclavage, tout le passé colonialiste, où les gens sont arrivés en disant vous avez besoin de nous, n'est-ce pas Macron, hein, c'est vrai, sans nous on est perdus, hein, sans nous vous seriez perdus et complètement ravagés, et vous étiez rien avant, bien évidemment. C'est pour ça qu'on est venu par pure bonté d'âme, c'est connu, bien sûr. Bref, je fais cette petite chronique pour vous rappeler de ne pas toujours sauter sur les premières idées reçues, il faut creuser un peu plus, c'est pour ça que je suis là aussi. Faites-vous votre propre avis, allez les chapitres sur Manga Plus qui sont disponibles en anglais. En tout cas, moi j'ai énormément apprécié. Alors c'est un peu un Himitsu recommandation, mais c'est aussi une façon de vous rappeler qu'on peut pas toujours voir le mal, mais il faut voir aussi l'histoire, et j'ai hâte de voir ce que nous réserve ce manga. Et dernier point, il est dit dans le manga à un moment donné, et c'est ça qui m'a fait vraiment tilter, c'est qu'à un moment ils font la réflexion, mais est-ce qu'on avait vraiment besoin d'eux ? Donc Nomamoto et Kitami se posent la question, ils se disent mais qui dit qu'en fait on était vraiment dans le mal, qui dit qu'ils nous ont vraiment sauvés, et ça m'a rappelé un peu cette tendance qu'on a de l'invasion, de la colonisation. On veut avoir des discours où justement on a des gens qui sont contre, qui disaient on était mieux avant, mais on a aussi eu des gens qui disaient mais oui c'est vrai, sans eux on n'aurait pas été là, naninana, parce qu'il y a aussi un endoctrinement. Donc c'est un sujet qui est hyper intéressant, qui est très très fort dedans. Et du coup moi je pense que dans le manga les extraterrestres ramènent la technologie, donc on y voit quelque chose une avancée, c'est bien pour eux, mais ils utilisent ça et le reste c'est catastrophique, et du coup voilà, je trouve que le manga Drama Queen est extrêmement intéressant sur Manga Plus, et n'oubliez pas, l'histoire et le passé c'est toujours très important pour mieux comprendre les gens et le monde qui nous entoure. Absolument, voilà. Ma chère Soso, on n'aura pas forcément le temps de rebondir dessus. J'aurais bien aimé, parce que j'aurais bien aimé faire une comparaison avec Gintama, où c'est des extraterrestres qu'on aussi envahi. J'aurais bien aimé aussi faire une comparaison avec le film Gremlins, où à sa sortie ça a été dit que c'était un peu raciste. On en parlera un peu en antenne. Ouais, je vous en parlerai un peu hors antenne, parce que bref, on verra ça plus tard. Nico, tu restes avec nous pour la deuxième heure, parce qu'on a plein de choses à voir. Et en deuxième heure, j'aimerais qu'on aborde... Bon, on finira, je sais que Soso, toi, tu avais une question, on finira un petit peu sur tout ça, mais je sais que tu es en train de préparer un animé 100% français. C'est ça. Donc, ne dis rien pour l'instant. N'en dis pas plus. N'en dis pas plus, on va continuer après. Tu restes aussi, mon cher Val, surtout que on reste tous. Ouais, en fait, vous restez tous. Non, moi je me casse. Surtout que le Nani va amener à... Est-ce que tu peux nous le teaser rapidement? On va amener un débat. Ouais, on va parler de comment et pourquoi inviter un mangaka en France. Voilà. Et on peut dire aussi que tu as fait un dossier dessus. Un gros dossier de What Millions de signes avec plein de trucs à lire. Et donc, c'est un petit extra, un condensé de ce dossier. Alors, juste le dossier, où est-ce qu'on peut le retrouver? Sur l'internaute, il y a en 3 parties. La 3e partie sera publiée demain. Voilà, donc les 2 parties sont là pour l'instant. Yes. Diff, on te retrouvera aussi pour le Kilo Beats. Nécessaire. En fin de deuxième heure. Et là, cette fois-ci, ce ne sera pas vers le Japon. Non. Ce sera vers la Corée. La Corée. C'est parfait. On va faire ça comme ça. Donc c'est un peu le programme de la deuxième heure de Yatta. On se retrouve juste après, parce qu'évidemment il y a de la musique, c'est important, avec un Z. The Witch and the Beast, opening 1. C'est pas toi qui l'as choisi? Non. Non, The Witch and the Beast, opening 1. Ghost in the Shell. Ah, ça c'est bon. Ça c'est toi. Et puis... je vous l'avais dit tout à l'heure en début d'émission. Pegasus Fantasy. Pegasus Fantasy, évidemment. Donc restez bien calés sur Move, la deuxième heure de Yatta. C'est juste après ça.
Et c'est parti pour cette deuxième heure de Yatta, le Nani de Valentin, le Killer Beats de Diff. C'est ce qui arrive, j'espère que vous êtes prêts. Soso est toujours là, évidemment. Oui, je regarde le chat. Avec un pull totalement grunge, on n'a pas parlé, hein. Ah ouais, j'aime bien Ropu. Mais t'as pas parlé de tes chaussures Sakura? J'ai pas vu les chaussures Sakura. C'est pas des chaussures, c'est des bus. Oui. Ah oui, il y a Sakura dessus, exactement, oui. Mais j'avais pas vu. J'arrive plus à marcher dessus, enfin à marcher avec, pas... Oula. Est-ce que tu veux qu'on reprenne du début? J'arrive pas à marcher avec parce qu'elles sont tellement compensées Elles sont compensées. Pourquoi tu les as achetées alors? Parce qu'il y avait Sakura dessus. Ok, bah du coup. Non, mais c'est bon. Sakura accompagné d'une gourde de 3 litres de grenadine. C'est vrai. Un tout petit peu de grenadine. J'ai repris la salade. Ok. Nico de Montero est toujours avec nous. On va Nico Montero, alors je peux. Le petit de Tu vois, j'allais dire. En fait, j'ai mes meilleurs amis qui s'appellent De Montero. Et bon, on peut le dire maintenant hors antenne. Je t'avais demandé s'il y avait un lien. Et si la particule était tombée, mais pas du tout. Pas du tout. Voilà, et j'avais dit, ça se trouve à un moment je vais me tromper. Et bah ça y est, c'est fait, Nico. Bah c'est fait dès le début de la première heure aussi. Fallait pas lui dire. Ah, je l'ai fait aussi. Tu l'écouteras. Oh là là, je me suis pas rendu compte. Quand il y a 2 devant ton nom de famille, c'est que t'es quelqu'un de la haute. Hein. Mais pas forcément. Sauf quand t'es Valéry Giscard d'Estaing, tu l'as acheté, tu vois. Oui, mais chez les Portugais, c'est pas pareil. Valériane de la mode Piquet. Oui, mais elle est française. Oui, mais t'étais quelqu'un de... Tu prends Da Silva, pas forcément. Oui, c'est pas 2, c'est pour être 2 Montero, comme c'est portugais, ça marche pas trop. Okay. Bah non, Montero. Oh là là, je me suis trompé, je suis désolé. Alors j'ai dédicace les 2 Montero d'ailleurs. On parlera donc du coup d'animé. On parlera d'animé 100% français d'ailleurs que t'es en train de préparer avec toi. Mais avant tout ça, mon cher Valentin, c'est moi. Qu'est-ce qui se passe dans le Nani cette semaine? Nani. Allez, c'est parti. Bonjour à toutes et à tous. Nani, la chronique qui vous raconte des infos, contextes et anecdotes autour du manga et de la Japanie. Mais aujourd'hui, mon cher Hubert, on va parler de comment et pourquoi les éditeurs invitent des mangakas. Vous avez pu apprécier entre autres la venue de Yuchiba, Shinichi Sakamoto ou encore Akinari Asakura et Takeshi Obata l'an passé chez nous, sur Yatta. Mais à part faire plaisir à notre producteur, pourquoi les éditeurs invitent des mangakas? Eh bien, tout simplement pour faire parler du manga. Parce que quelques petits chiffres, en 2023, il y a eu plus de 3500 nouveaux titres. Je parle de nouveautés, pas de suite de mangas qui ont été publiés. En 2024, un petit peu plus, ça fait plus de 10 nouveaux mangas par jour, hein, sans compter les jours fériés. Et je parle que des nouveautés, vraiment. Hein, donc dur d'exister au milieu de cette avalanche de titres. Ok, par la maman, tu fais trop pitié, tu me soulèves. Je vais mourir là. Ouais, ben nous on va essayer de parler à un peu plus qu'à une seule main parce qu'on veut vendre des mangas et enfin nous les éditeurs et c'est pour ça qu'ils utilisent l'impact de la visite d'un mangaka pour attirer la lumière sur son œuvre et un peu plus sur leur catalogue et tout ce qui va avec. L'invitation d'un mangaka, c'est aussi une manière de faire plaisir à un lectorat fidèle. Hein. La venue de Kishimoto et Ikemoto, il n'y avait pas besoin de mettre la lumière sur leurs œuvres. Hein. Pareil pour la venue d'Hajime Isayama. Mais on invite qui, alors on les entend, gna 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 gna, on veut Oda, gna 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 gna, ça c'est toi Hubert, gna 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 gna, on veut Horikoshi. Et ben non, moi, oui. Bien sûr les éditeurs, ils le voudraient évidemment que ces cadors viennent. Mais bon, on peut pas croire qu'on invite un mangaka comme Nice invite une pote à une boum ou Ringo un vampire à une soirée pyjama et scarification. Non, inviter un mangaka, c'est un long processus qui prend plusieurs mois. Et en général, les étapes sont les suivantes. D'abord, l'éditeur il choisit quel mangaka inviter et quand, à quelle occasion, à quel moment de l'année. En général, majoritairement, c'est pour lancer une série ou célébrer un anniversaire. Il y a 5 très gros temps forts. Un anniversaire, t'as vu? Mais ben oui, il était prévu, mais bon, c'est pas grave. Il y a 5 gros temps forts dans la francophonie du manga. Le Festival d'Angoulême, le Salon du Livre de Paris, Made in Asia, Japan Tour Festival et Japan Expo, qui permettent d'attirer un petit peu la lumière déjà à ce moment. Les journalistes sont tous là. L'éditeur, il envoie donc une proposition à l'ayant droit qui va étudier, qui va la faire suivre à l'éditeur japonais, qui va leur parlera au tanto et selon la disponibilité de l'auteur et son envie de venir en France éventuelle, ça va y avoir un premier accord de principe. Et ouais, oh putain, c'est trop bien. C'était un truc islandais, c'est ouf. À ton avis, Hubert, combien de temps à l'avance l'éditeur envoie son invitation? Alors, excuse-moi. Ouais, je pense qu'il faut s'y prendre. Ouais, 2-3 mois à l'avance. Ouais, bah toi tu vis pas dans un désert médical, t'es pas à Grigny, hein. On sent le mec qui habite quasiment à Paris, quoi. Ah, oui. Non, inviter un mangaka, c'est un peu comme prendre un rendez-vous chez le barbier de Diff, quoi. C'est 9 à 10 mois à l'avance qu'il faut prendre le rendez-vous. Et il y a 3 raisons pour s'y prendre aussitôt. Premièrement,
il y a beaucoup d'échanges pour cadrer la venue. Ça va prendre énormément de temps, discuter des conditions autres. Il faut aussi pouvoir rebondir si tu te prends un gros stop et que tu ailles chercher un autre invité. Et il faut laisser du temps à l'auteur pour qu'il puisse ajuster son planning. Quand Naoki Urasawa est venu au FIBD, il a fait son storyboard dans l'avion. Quand Yoshitoki Oima, l'autrice de A Silent Voice et de To Your Eternity, est venue en France invitée par Pika, elle a fait 3 nuits blanches avant de décoller pour être sûre d'avoir assez bossé avant ses vacances en France, quoi. La buse du bail. Je connais. Ouais, à ton avis, Hubert, il y en a combien qui disent ne m'appelle pas? Au moins la moitié, 50%. Ouais, j'aime ton optimisme. Ne change pas, 2025, c'est l'année du bonheur. Hein. Non, on est plutôt sur 70-80% de vent. Ouais, c'est plus. Ouais. Et il faut dire qu'on le cherche un peu. Kana a envoyé une invitation à Kishimoto tous les ans depuis 20 ans. Pareil pour Glénat, qui essaye d'inviter Eiichiro Oda tous les ans. Bon, bah, ça peut pas forcément toujours marcher. Tout à l'heure, je t'ai dit que les éditeurs privilégiaient ces 5 temps forts pour leurs invitations. Pourquoi, à ton avis? Pour qu'une invitation, c'est de la communication, donc je dirais que parce que tout le monde a les yeux rivés sur les événements, quoi. Alors c'est ça en grande partie, mais pas que. C'est parce que j'aime bien faire des questions pièges. La deuxième, c'est l'argent, la moula. Hein, quand tu invites un éditeur avec un salon, le salon participe à l'invitation. Et inviter un mangaka, c'est entre 10 000 à 80 000 euros, sans compter l'exposition s'il y en a. Donc ça fait plein de thunes. Tell me, is it worth it? Is it worth it? Is it worth it all? Eh ben non, financièrement, c'est pas rentable d'inviter un auteur, hein, on perd de l'argent sur le tenté, hein, sur la durée. Par contre, ça peut se rentabiliser et c'est le moment de lâcher quelques petits chiffrounets. Par exemple, Shinichi Sakamoto en France, quand il a été invité et tout le marketing que Kiyun a réalisé à cette occasion, en un mois, il s'est vendu plus de tome 1 de DRCL, donc son Dracula, que du tome 1 de Innocente, sa série d'avant, pendant 15 ans. Donc oui, les retombées peuvent être fortes, quoi. C'est grâce à nous, il est venu chez 100% grâce à nous, c'est que nous. Paru Itagaki, quand elle est venue, nouvelle autrice, une série avec des personnages, des animaux anthropomorphiques, c'était un gros pari. Et aujourd'hui, la série, elle a plus de 600 000 exemplaires. Donc réussi. À quoi est-ce qu'il faut penser quand on invite un mangaka? À ton avis, Hubert, c'est quoi le truc, le petit détail à ne pas oublier? Ok, alors là, je le sens venir le piège, je donne ma langue gauche à Val. C'est totalement saugrenu pour nous Européens, mais il faut que la chambre d'hôtel ait une baignoire, parce que ça, tu peux pas venir avec une douche à l'italienne pour un mangaka, quoi. C'est le détail important. Après, il y en a des dizaines de détails et d'anecdotes, hein. Lisez mes articles, s'il vous plaît. J'ai besoin de clics. Bien sûr, faut prendre les billets en première classe, faut réserver des bons restaurants, faut prévoir les croissants ou minibus, les croissants, le fromage, les escargots, tout ce qui va avec. Le champagne. Les auteurs, Kishimoto. Ils viennent pas forcément seuls, hein. Ils sont accompagnés. Il y a un minima un tanto avec lui, un représentant des ayants droit, un interprète, un représentant de l'éditeur français, ça commence à faire du monde. Alors, quel est le record d'accompagnateurs en France, à ton avis? T'as dit minibus tout à l'heure, je pense qu'ils sont 7 ou 8 au total. Ouais. On sent le mec qui avait pas beaucoup d'invités à son anniversaire, hein. Pas mal. Mais Yoshitoki Oima, elle est venue avec 6 assistantes, 2 tanto, et ça faisait qu'il y avait toujours 14 personnes à chaque déplacement. Donc là, je peux dire que c'est une logistique, quoi. Et pendant qu'on parle de logistique, à quel point le planning que l'éditeur envoie aux Japonais, il est détaillé? J'imagine des créneaux un peu comme ta chronique de 45 minutes. Ça tire à balles réelles, incroyable, quel salopard, je reviendrai quand même. Eh bien non, le planning des éditeurs, c'est par tranche de 15 minutes, hein. Même les pauses cigarettes sont dans le planning. Val, parce que ta chronique, elle commence à être long là, on avait dit 6 minutes, pas 15 s'il te plaît. J'ai le temps de placer une petite anecdote. Allez, vas-y, mais juste une. Alors, quand l'éditeur invite un mangaka, il a au petit soin pour ce dernier. L'inquiétude, c'est que le mangaka ait un problème. Et figure-toi que des fois, on oublie les autres. Donc, il y a une fois, il y a une dizaine d'années, un tanto qui était un peu chien fou, il a vidé le minibar le premier soir, il est sorti pour continuer à picoler, il s'est battu avec des touristes américains, il s'est battu avec le taxi qui l'a ramené à l'hôtel, il était tellement chez père qu'il est tombé dans les escaliers de l'hôtel, il s'est cassé le pied. Alors quand t'es l'éditeur et que tu reçois à 4h du matin, oui, je suis à l'hôpital en train de me faire mettre un plâtre, tu balises un petit peu. Ouais, c'est des trucs de ouf. Vraiment, lisez mes articles. Et en conclusion,
Attends, parce qu'on n'a pas le nom du tantôt là? Non, je vous laisserai le deviner. C'était il y a 10 ans et c'est invité par Kyun. En conclusion, la venue d'un mangaka en France, c'est un véritable parcours du combattant. C'est un sacrifice des éditeurs, des ayants droit et surtout des auteurs. Alors oui, on peut être frustré si on ne gagne pas un tirage au sort pour une dédicace ou si on n'a pas une interview ou si on habite loin du lieu de l'invitation. Hein, si c'est à Angoulême, oui, c'est pas facile. Si c'est à Japan Expo, on n'est pas forcément tous à Paris ou en banlieue proche. Mais croyez-moi, tout le monde fait de son mieux. Alors je compte sur vous pour remercier tous les auteurs impliqués. Profitez des venues de vos mangaka adorés. Et si vous voulez en apprendre plus, comme je le disais 14 fois en faisant mon auto-promo, lisez ce long dossier. Ah, c'est vrai que tu fais beaucoup d'auto-promo. Merci mon cher Val. Moi, il y a un truc, je trouve que c'est important de recevoir des mangaka ou que les mangaka viennent. Parce que au-delà du fait que, comme tu l'as dit, ça peut booster les ventes du manga dans le pays, on est comme quand tu vas voir ton artiste préféré sur scène. Tu vois, c'est-à-dire que toi, ça te permet de te replonger dans son œuvre, et puis tu rencontres enfin la personne qui a pu éventuellement changer ta vie selon le manga, ou tu peux enfin rencontrer une de tes idoles. Et la plupart du temps, on va peut-être pouvoir en parler ensemble pour ceux qui ont rencontré des mangaka qu'ils aiment. La plupart du temps, ça se passe bien. Tout est fait en sorte pour que le public soit content, quoi. Mais même eux, tu sais, ils sortent en général justement avec le rythme de publication, ils sortent tellement peu de chez eux, ils travaillent, que quand ils sont plusieurs, tu vois, sur Showa Shoten, ils s'étaient rencontrés qu'une seule fois. C'est-à-dire que leur voyage en France leur a permis de se découvrir, d'apprendre à se connaître, ils nous l'avaient dit, et de mieux travailler par la suite ensemble. Ça crée des liens. Ton tanto, ton éditeur attitré, quand il vient chez toi, c'est pour te dire le planning, je viens chercher les planches, ou pour parler du chapitre. C'est des discussions très professionnelles. Là, ça permet d'avoir un autre moment, et c'est génial. C'est des moments humains forts. Vas-y, Soso. Non, je pensais aussi au mangaka qu'on avait reçu pour, je crois que c'était Berserk of Gluttony, sur Yatta. Il y en avait un, c'est le scénariste, le dessinateur, il disait c'est la première fois qu'on se rencontre, et du coup ils avaient dit mais on s'entend vachement bien en fait. On avait mangé ensemble, ils se bourrent la gueule ensemble, ils sont trop contents, genre, parce qu'en gros, en fait Yatta c'est un lieu de rencontre. Mais bien sûr, mais j'aime bien. Non mais tranquille. Pourquoi pas? Oui, non mais c'est vrai, oui, mais c'est mieux qu'un pied cassé, parce qu'attends, c'est pas le tanto de Tetsuya Tsutsui? Je ne dirai rien. C'est lui. Lui-même, c'est lui, 2015, invité au Salon du Livre, et c'est l'auteur de Prophétie et Poison City. On dit pas. Rien. On dit pas. Je dirais rien. Mais il y a des détectives dans le coin. Il y a des profilers. Il y avait un profiler normalement là-bas. Attends, ah bah oui, c'est vrai. Je viens de comprendre la vanne. Oh là là, je suis tellement premier degré aujourd'hui. Oui, je sais pas, 2025, ça va pas. Ça va pas. Je rappelle que à lire sur l'internaute les 2 premiers chapitres du dossier. Yes. Et le 3e, il sort quand? Demain, avec d'autres anecdotes, il y en a une bonne vingtaine, des trucs de ouf. Là, je peux vous en lâcher une autre. Vas-y. Les auteurs, ils peuvent avoir des demandes particulières, dire moi, je veux manger des escargots ou je veux visiter tel lieu. Et on a un auteur très grand, Hisashi Eguchi, qui a demandé à visiter la tombe au cimetière du Montparnasse de Moebius, qui est l'auteur de BD le plus connu au Japon. Vraiment. On a le droit de visiter une tombe? De rendre visite à la tombe. Tu rentres pas dans la tombe. Ouvrez-moi vous me ferez la poussière. Ok, c'est bon, je suis un peu plus rassuré. Ça marche, merci beaucoup mon cher Val. Nico, dis-moi. Attends, juste pour rebondir, t'as rencontré déjà un auteur? Non, moi j'aurais vraiment voulu rencontrer Akira Toriyama. Ah oui, je pense comme tout le monde. C'est sûr que. Et en plus, il y a Shahid dans le chat. Il est déjà en train de pleurer, je pense. Ouais, ça c'est possible. Je rappelle qu'on avait fait une émission de 5 heures et qu'elle est disponible, et que Valentin avait fait une chronique qui a fait pleurer dans les chaumières. Ouais, il y avait de la morve, il y avait tout. Il y avait tout. Vraiment. Bon, Nico, du coup, on a parlé de toi, des projets qui étaient déjà sortis. Soso, t'avais une question, je sais pas si tu t'en souviens, si elle est toujours d'actu, sinon on passe à autre chose. C'était une question dans le chat qui par rapport plus au métier, il parlait de comment ça se passe pour tout ce qui est Blu-ray. En fait, suite à ça, parce qu'en gros, il disait par rapport à l'animation... Pour la qualité pour justement après la vente de sortie Blu-ray, dans le commerce. Genre. Je crois que c'est une question par rapport à la vente de Blu-ray, ou même quand à quel moment tu dis oui, vas-y, je vais sortir un Blu-ray, ou peut-être Blu-ray collector. Je sais plus où est la question. Les gens achètent les Blu-ray encore? Moi, j'en achète. Moi, oui. Oh, j'en achète de ouf. Oui, collector, moi. Blu-ray et les 4K. Ça, c'est plus des stratégies d'exploitation. C'est du licensing, du merchandising. Tu te dis, je pense que
on va vendre pas mal de Blu-ray, DVD, on va vendre des figurines, on va vendre des choses comme ça. Donc tu établis une stratégie, tu vas voir différents éditeurs, différents toy masters et tu essaies de sortir ton truc. Mais en quantité limitée, j'imagine. Ouais, bah c'est toujours comme ça pour pas prendre de risques. Un éditeur, ça va toujours sortir en quantité limitée. Ouais. Ensuite, si ça commence à bien prendre, bah. Quand tu parles quantité limitée, c'est quoi? C'est 500 000 Ça dépend. En 2 mots, pas 500 000. 500 000, ouais. Ça dépend, ça peut être 10 000 exemplaires pour tester un marché, ou si c'est un gros, il va faire une sortie un peu plus française ou mondiale. Et voir si ça prend. Pour rebondir sur... Pardon, n'hésitez pas juste un Blu-ray Samurai, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Parce que moi je le dis... voilà, je suis regardé, Nico. Une populaire opinion, pour moi, Blu-ray Samurai c'est meilleur qu'Arcane. Voilà. Moi j'ai préféré Blu-ray Samurai à Arcane, c'est comme ça. Bah elle a le droit. Oui, non, tu tombes. J'attends la saison 2, voilà. C'est meilleur, ça vient de chez nous. Donc, oui. Normalement, en tant que mec du 91, tu dois soutenir. Hein. Oui, je soutiens, mais Arcane c'est quand même le prime. Oui et non. Moi j'adore Arcane, mais Blu-ray Samurai m'a mis une plus grosse claque. Les musiques et tout, tout est parfait dans Blu-ray Samurai. D'ailleurs, sur ce qu'a dit Soso, la saison 2, elle est en travaux, j'imagine. Joker. Oui. Ah ok. Très bien, j'ai compris. Val. Du coup, petite question pour rebondir sur Blu-ray Samurai et ton métier de producteur. Qui choisit les comédiens de doublage? Parce que là, on a quand même du lourd sur Blu-ray Samurai dans la version. En version. Non, je sais pas. La version française est très bien. Moi, j'ai regardé la version en anglais. T'as des guests qui sont incroyables. T'as quand même Soulou, Georges Takei, qui vient faire une voix d'un personnage récurrent. À quel moment de la prod vous dites c'est le diffuseur, la chaîne de VOD qui vous dit il nous faut 2-3 noms pour pouvoir communiquer? Ouais, ça se passe souvent comme ça. C'est soit ça, ou soit toi tu fais un casting. Tu fais un casting, tu te dis là cette voix-là, elle correspondrait parfaitement à mon héroïne ou à mon héros, et tu lances l'ensemble, tu fais passer des tests, des castings. Ok, et du coup, à part Benoît Dupac, notre pote du cœur, comme on l'appelle. On l'aime, Benoît. Il revient quand il veut. C'est quoi les 2-3 voix françaises qui tournent le plus dans ta tête, où à chaque fois que tu as un projet, tu dis est-ce que machin collerait bien ou pas? Ça dépend. Là, j'ai pas les noms en tête, mais t'as des comédiens voix masculins ou féminins qui reviennent assez souvent. Là, j'ai plus le nom en tête, mais ça revient assez souvent, et donc du coup, tu vois si ça colle avec ton personnage, avec la personnalité et tout. Soso. Alors, avant de poser ma question, il y a Aznou qui dit « Bonsoir Soso, fais un bisou à Nico de la part de son petit frère, s'il te plaît. » C'est la famille. Ah, c'est Toretto. C'est la famille. C'est Toretto dans le chat. Je lui fais un bisou aussi. La famille, le barbecue. Et la Corona. Avec la lime de citron. Tout à fait. C'est important. Moi, j'avais une question, parce que c'est quand même un sujet vraiment d'actualité, parce qu'on parle pas mal de sites de streaming illégal, que le Japon, ils sont en train d'arriver, tout fermé et tout. Toi qui vis du coup dans la production d'animé, et qui tu dois forcément être entre guillemets touché par ça, parce que j'imagine que sûrement peut-être Blu-ray Samurai ou même d'autres animés ont été mis sur des sites illégaux. Qu'est-ce que tu pourrais dire? Oui, malheureusement, et c'est ça le problème. Qu'est-ce que tu pourrais dire aussi parce que, alors, je tiens à préciser, je ne citerai pas le créateur de contenu, mais il y en avait un qui avait fait une vidéo il y a quelques années, désolé de l'expression, qui avait foutu un peu le bordel en disant c'est pas grave de regarder des animés ou des trucs sur les sites illégaux, parce que de toute façon c'est pas avec ça qu'ils gagnent de l'argent. C'est pas avec les Netflix et tout machin qui gagnent de l'argent. Ils gagnent de l'argent uniquement avec la vente de Blu-ray et de figurines. Uniquement. Donc, est-ce que tu as quelque chose à dire? Et je te jure qu'encore aujourd'hui, des gens citent sa vidéo pour dire oui, mais moi je continue à regarder sur et de toute façon ça sert à rien, c'est pas grave. Tu vas acheter une figurine. Non, oui, effectivement, il faut vraiment pas aller sur le site illégaux. Mais cet homme est débile. Ouais, mais en fait, il avait fait vraiment un PowerPoint complet pour expliquer en quoi Crunchyroll, Netflix et tout, c'était vraiment des rapaces, et que de toute façon, aller chez eux, c'est trop cher, et ça sert à rien pour l'industrie de l'animation, ça les aide pas et tout. Est-ce que toi, tu peux justement prendre ce PDF, le mettre en boule et jeter à la poubelle, et nous expliquer à quel point ça peut, ça rapporte et ça aide? Un truc genre tout simple, c'est que s'il n'y a pas assez de visionnage sur une saison,
sur une série, un animé ou n'importe quoi, il n'y a pas de saison 2. Voilà. Pas de saison 3, et donc du coup, tu as 300 emplois. Et ils vont pas aller voir les visionnels sur les sites illégaux, bien évidemment. Voilà, donc. Bah non, ça rapporte pas d'argent. Bah non. Mais cette personne est débile. Ah, mais elle a fait beaucoup de mal. Beaucoup de mal parce que vraiment. En plus, c'est même si à un moment il y aurait pu avoir un argument pour dire au début, quand il n'y avait qu'un seul acteur, le tout premier, il ne payait pas très cher parce que le stream, tu t'achètes à la quantité et tu peux diffuser autant de fois que tu veux, alors qu'une chaîne télé, elle va acheter un nombre de diffusions et de rediffusions et si elle le dépasse parce que c'est populaire, elle va repayer des droits qui sont négociés dans le contrat, bon, qui ne sont pas forcément très élevés, mais tu vas quand même, du coup, avoir au volume, tu vas gagner plus d'argent. Là où une plateforme d'AVOD va payer une seule fois, en disant, nous on stream 1 million de fois ou 2 millions, tu auras tant d'argent. Et effectivement, sur ça, tu n'auras pas de truc. Mais maintenant, les plateformes, elles sont tellement compétitives, elles se font tellement la guerre entre elles. Tu vois, Netflix, Amazon Prime et Disney, quand ils se sont mis aussi à l'animé, ça a fait monter les prix. Ouais. Alors ça a foutu la merde au Japon parce que ça a demandé encore plus de prod et donc on atteint des limites irréalistes, mais par contre au niveau des droits et des ventes, ça a fait monter les prix. Alors c'est difficile pour les petits acteurs du coup de se positionner sur le marché, mais pour les studios, c'est plus rentable aujourd'hui de vendre qu'il y a 10 ans. Ouais, ils vendent plus cher. Et c'est vrai qu'on regarde par exemple un exemple bête, bizarrement, tu vois, Netflix, ils ont acheté les droits de Sawako. Donc c'est un animé que je regardais à l'époque, il y avait une saison 2, une première saison et une saison 2, et on n'a jamais eu la suite. La saison 3 est sortie 10 ans après. Peu après que Netflix ait acheté les droits. Voilà. Donc en fait, à partir du moment où tu as une grosse plateforme qui arrive, j'achète les droits, et ça veut dire que ça se trouve, ils donnent de l'argent aussi pour produire la saison 3, et c'est pas vos sites d'animés illégaux qui permettent d'avoir une saison 3 en fait. Moi je me demande dans qu'est-ce qui se passe dans vos réflexions, enfin quand je dis vous, je parle de cette personne parce que je sais pas qui c'est, en se disant si ça fait pas de vues ça va continuer quand même. Oui parce que vraiment son but c'était de dire ça rapporte pas d'argent les sites Crunchyroll tout ça machin. Et je vais même aller plus loin, c'est-à-dire que dans sa réflexion le travail ne mérite pas forcément de salaire. Oui, puisque c'est la fiesta quoi. Ouais, voilà. Mais on peut même rebondir plus loin. Ça rapporte pas d'argent aux studios d'animation. Ok. Revenons encore plus loin. Les 3/4 des studios d'animation sur les ventes de DVD et sur les ventes de goods ne touchent rien. Parce que tu as les comités de prod qui se sont déjà dit, parce que tu as Bandai qui est dedans, qui dit je vais faire des jouets, et qui, c'est normal, hein, c'est eux, ils ont payé par avance, et donc ils ont mis dans le contrat les jouets, c'est nous qui les vendons, donc on prend 80% des revenus et autres. Et c'est pour ça que tu as certains studios qui gardent les droits des ventes de produits dérivés, et tu as un changement de paradigme en ce moment au Japon, où tu as des coproductions qui sont un peu plus maîtrisées, ou autres qui créent leur propre IP, parce que c'est pareil, quand tu adaptes One Piece, c'est sûr que la majorité des droits va revenir à la Shueisha qui gère ça pour Oda, et c'est normal. Et donc le studio d'animation, ils vont toucher peanuts sur ces ventes-là. Donc en vrai, si tu commences à regarder où va l'argent, c'est comme toujours hein, dans les poches des plus riches. Où va l'argent où va l'argent ça peut être une belle chronique de Soso la semaine prochaine. Je vais vous dire où va l'argent. Je vais vous parler de Ringo cette semaine. Je ne dis rien. Du coup, Nico, j'aimerais qu'on passe sur autre chose, qu'on fasse un peu de patriotisme dans cette émission, puisque t'es en train de créer, t'es en train de bosser sur un animé 100% français qui s'appelle Ma vie est un manga. Avant que tu nous parles de la création, est-ce que tu peux nous faire le pitch de l'animé ? Ouais, le pitch il est assez simple, c'est on suit une héroïne qui s'appelle Lia et qui, grâce à son imaginaire, va vivre des aventures extraordinaires. Et en gros, pour faire simple, à chaque épisode, c'est un nouveau manga. Il y a déjà un petit teaser qui est sorti, hein. Qui est sorti en ligne pour le marché professionnel, mais il est en ligne sur Internet. Voilà. Et l'idée, c'était vraiment de faire... de créer un projet qui rappelait un peu toute ma passion. C'est-à-dire si on veut faire un épisode de foot avec en mode Inazuma Eleven, on fait un épisode de foot Inazuma Eleven, on veut faire une Magical Girl Sakura, une Magical Girl Sailor Moon, ce sera le thème de l'épisode. Et donc chaque épisode, ça un peut peu être indépendant. Un nouveau manga. C'est trop bien. Ouais. Comment est venue l'idée ? De ma passion. J'ai créé le projet et c'est vraiment ce truc, tu vois... Ça fait combien de temps que tu y penses, du coup ? C'est arrivé assez vite, c'était en 2023, je crois, fin 2023. Ah oui, c'est super récent. Non, ou début 2023, je sais plus, quelque chose comme ça. On a mis une petite année à le développer. Ouais. Et ensuite, on a un événement dans le marché professionnel qui s'appelle le Cartoon Forum,
On présente le projet là où il y a tout le panel de TF1 à Disney Europe. Et tu présentes, tu pitches ton projet comme un grand exposé, tu montes le teaser, tu montes tout. Et en fait, à la fin, ils viennent te voir, ils te disent, bon, le projet nous intéresse ou ne nous intéresse pas. Et donc là, ça intéresse. Et là, mais tu peux pas nous dire encore qui. Je peux pas trop en dire. Mais en fait, je le vois, je lis sur ton visage le moment où tu peux dire ou tu peux pas dire. Valentin. Si je peux faire une niche, j'ai 2 questions. Vas-y, pose. La première, quand tu as imaginé ce projet, c'est laquelle la première scène que tu as eu en tête? Justement, le premier épisode, tu t'es dit, faut que je fasse un moment avec un Kamehameha, faut que je fasse. C'est quoi la première référence que tu as voulu placer? Le premier épisode, il est sur Namek. Voilà. C'était presque ça. Ma première référence, c'était Magical Girl. Évidemment. Magical Girl. Et ensuite, c'est venu. En fait, c'est simple. C'est Ma vie est un manga. C'est vraiment quand toi, t'es gamin, t'aimes les mangas. Tu te prends pour Sangoku, tu te prends pour Sailor Moon, tu te prends pour n'importe qui. Toi, t'as joué dans la cour de récré. Voilà, c'est ça. T'as fait du RP dans la cour de récré comme moi. Et du coup, la deuxième question, est-ce qu'on pourrait dire que c'est Clémentine sans la dépression? Clémentine, le dessin animé. C'est que j'ai cru vraiment que t'allais demander s'il y avait à avoir un épisode sur Adachi. Clémentine, oui. Quand tu fermes les yeux, c'était un peu ça, parce qu'elle était prisonnière de son lit d'hôpital et chaque épisode, elle était dans un conte de fées. Mais c'était Bresson, Clémentine. C'était super sombre. Elle allait se faire opérer, elle avait peur de mourir. Donc, oui. Je connais pas. Tu peux rechanter, s'il te plaît. Rechante. On aurait dit les mecs bourrés à 5h du mat. Tu oublies la maladie. Toi, t'étais proche de la Marseillaise, là. Oui, de ouf. Tu vois, voilà. Nous promener et faire le tour du monde sans nous stresser. Tu as tant d'amis qui ont envie de rencontrer. Clémentine va nous guider. Alors vraiment, tous les trois on a un regard d'autoroute, vraiment on est perdus. C'est un bail de 1900. Mais je suis 1900 moi aussi. Mais c'était avant ta naissance. Ah bah je crois, oui. C'est que du positivisme. C'est que du positif. Et là, la cible, elle est un peu plus jeune. C'est les 6-10 ans, c'est ce qu'on peut voir le matin à la télévision. Et l'idée, c'est aussi d'aller chercher les un peu plus vieux grâce à toutes les références qu'ils pourraient reconnaître à l'intérieur. Tu vois, tout à l'heure, on avait évoqué Gintama, je ne sais plus pourquoi. C'est un peu ce qui se passe aussi dans Gintama. Il fait il fait plein de références à d'autres shonen, parce que lui, son livre, il lit le Shonen Jump tout le temps. Ça a été une référence pour toi pour créer. Ça a été des points de référence, mais l'idée, c'était nous, on n'apporterait pas forcément une référence comme un Kamehameha, mais c'est de se dire si elle se transforme en pirate. Ouais. Et ceux qui connaissent One Piece ou ceux qui ont les références, si par exemple son bras s'allonge pendant l'épisode, c'est des refs. Mais en même temps, tu peux pas faire non plus 3 millions de refs trop collés, sinon tu as les ayants droit sur. Voilà, ok. Est-ce que ça sera que des refs au dessin animé japonais, ou est-ce que vous allez aller dans la pop culture un peu plus large? Tu claqueras une ref pour faire plaisir à Nice du Seigneur des Anneaux. Ma vie en manga. Tu peux quand même, parce que le fait de t'imaginer en manga, c'est l'excuse. Tu vois, tu vas t'imaginer, tu vas peut-être avoir un passage en noir et blanc ou autre, mais est-ce que tu prévois d'aller un peu plus loin ou ça va vraiment que des références? Non, on prévoit d'aller partout. En gros, c'est vraiment l'idée. Du moment qu'on reste dans l'essence de l'animé, des mangas, etc., on peut, tu vois, par exemple, on a fait un épisode pilote à l'écrit et on était parti sur un braquage de l'école. Donc il s'imaginait en tant que... Donc c'est Ma vie en manga à Marseille. C'est ça. Désolé, c'était gratuit. Après on l'a abandonné, mais c'était l'idée. Alors on salue tout le monde à Marseille. Ce n'est pas forcément vrai. Sachez que vous n'êtes pas seul sur... c'était quoi Clémentine, c'est ça? Clémentine, c'est important. Non, parce qu'il y a Madame Kitty, elle a dit j'ai la ref, et elle a dit, je crois, ou je sais plus qui c'est qui a dit ça. Ah oui, c'est la chanteuse de Bibi Fock et Lady Oscar qui chantait. Oui, Marie Dauphin. Bibi Fock, elle a dit Bibi Fox. Vous connaissez Bibi Fock? Et je rappelle juste, petite parenthèse. Bibi Fock. Bibi Fock, je connais par contre. Sur l'Antarctique, le roi des phoques. Exact. Je rappelle juste que notre producteur Face mange des sandwichs à la Clémentine. Ouais. Voilà, c'est important. Rien à voir avec la. Après, il serait heureux au Japon. Tu peux faire cette tête-là, Nico, parce que c'est vrai. Et on a la preuve en photo. Je vous montrerai plus tard. J'ai une question. Alors, je sais pas si tu pourras y répondre, mais vu que tu travailles sur plusieurs animés en même temps, pour Ma vie est un manga, est-ce que tu as choisi les meilleurs animateurs possibles
pour bosser dessus parce que c'est peut-être le projet qui te tient le plus à cœur en ce moment? On n'est pas encore à cette étape. Là, on est vraiment en étape de développement. Ouais. Donc là, ça va être que de l'écrit, en gros. Que de l'écrit, on a des designs qui sont déjà faits, qu'on va peut-être revoir, etc. Mais sinon, là, on va créer un pool de scénaristes et on va écrire, parce que c'est 52 épisodes. C'est énorme! Ouais, 52 épisodes de 13 minutes, en gros. Ok. Donc c'est comme si c'était en 26 pour les mangas. Et donc du coup, va falloir déjà, avec la chaîne et les différents partenaires, se mettre d'accord. Parce qu'ils ont chacun des visions. Parce que là, du coup, vu que... Donc on sait que c'est une chaîne et pas une plateforme de streaming. Non. Il y a une petite info qui est arrivée. Ouais. En vrai, t'imagines le rêve d'être diffusé sur TF1 le matin? C'est incroyable. Écoute, de toute façon, il va pas nous le dire, mais ce serait ouf. Comme t'es fou. Là, ce serait une diffusion... Ce que je peux révéler, ce serait une diffusion européenne. Avec plusieurs acteurs. C'est Berlusconi qui revient. Des chaînes... C'est Berlusconi qui revient. J'aimerais qu'on revienne un petit peu en arrière parce que tu dis que t'es en pleine phase d'écriture de script. C'est-à-dire, tu écris quoi? Les personnages, les décors, les actions? Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu comment se passe ce travail-là? Ouais, en gros, quand tu as une idée où tu crées une série, tu fais ce qu'on appelle une bible. Une bible littéraire et une bible graphique. Donc tu vas dessiner tous les personnages, les différentes ambiances, les décors. Et pour le littéraire, tu développes le concept, la personnalité des personnages, leur enjeu émotionnel, etc. Et ensuite, tu fais des pistes d'histoire. Et si tout va bien, si tout le monde est d'accord avec cet ensemble, là, tu commences les scripts des épisodes. Et là, c'est l'écriture de 50 épisodes. 52 épisodes, ça veut dire une diffusion hebdomadaire. Est-ce que dans le scénario, tu prévois justement de timer les moments sur la réalité? Donc l'épisode de Noël, l'épisode de l'été, on va à la piscine, ce genre de choses, ou pas du tout? Ouais, c'est l'idée. Dessus, déjà, on a une énorme ambition marketing où on veut sortir des cartes à collectionner, des jouets, des DVD, ou même un jeu mobile si c'est possible. Il y a l'idée, c'est de créer vraiment une IP ultra puissante, une propriété intellectuelle, un truc où on se dit tout le monde, la nouvelle génération pourrait grandir avec ce projet-là. Ok. Et ceux qui aiment les animés. Et ce qui nous tenait à cœur aussi, c'était que ce que tu disais, un peu de patriotisme, c'était que ça soit un animé européen. Ouais. Et parce que tu vois, les animés, le style animé, la Corée s'y est mise. Sort de plus en plus d'animés coréens, la Chine aussi. Et les Américains, ils ont leur style entre américano, japonais, comics, et ça tend un petit peu plus vers la Jap. Mais nous, en France, on avait, tu vois, nous, dans notre jargon, on appelle la franime pour enfants, où tu as des inspirations japonaises. Mais nous, l'idée, c'était vraiment là de faire... tu peux pas faire techniquement la différence entre est-ce que c'est japonais ou c'est pas japonais. Okay. Et l'idée, c'était vraiment de le produire, de le créer en France. Et là, après, pour revenir à ce que tu disais, c'est après, on irait chercher les meilleurs. Déjà, on va essayer de trouver les meilleurs scénaristes français. Et ensuite, on lancerait une grande production. Juste avant de passer à Soso, Val rapidement rebondir sur ce que tu as dit. Pour petite précision, tu sais, t'as dit les différents pays commencent à s'y mettre. Pour la petite anecdote, le deuxième pays qui produit le plus de background dans les dessins animés japonais que vous voyez, c'est le Vietnam. Il y a des studios spécialisés juste pour faire les décors, des grosses gouaches, des aquarelles de ouf. C'est au Vietnam. Voilà. Faut juste regarder les génériques ou dans l'opening, t'as une série après de noms coréens qui apparaissent et plein de noms viettes, ça fait longtemps. Donc regardez bien les génériques, ça vous fait rire. Soso. J'ai une question de Coco Rio du Bled 94. Nope. C'est chouette. Coco dessine. Alors, j'ai pas les termes, mais elle a dit ce sera de la vraie animation ou du puppet. Qu'est-ce que c'est un puppet? Puppet, en gros, c'est tu vois, au lieu de tout dessiner en traditionnel, image par image, on a commencé à utiliser l'ordinateur, les capacités de l'ordinateur et à créer. En gros, c'est comme une marionnette, tu mets des points d'ancrage un peu partout et tu peux faire bouger et ça garde l'image. Mais nous, là, on sera en 3D. On sera en 3D rendu 2D. C'est un peu comme Blue Eye Samurai, parce que c'est la spécialité du studio, mais en plus
comment expliquer ça, en plus flat et plus pop pour les enfants, puisque la catégorie d'âge c'est pour les enfants. Doucement. Et donc l'idée c'est et pour un spectateur lambda, l'idée c'est de pas faire la différence entre de la 2D et de la 3D. Donc du coup c'est comme s'il regardait un animé. C'est ambitieux. Ouais. Bien. Soso, j'aime beaucoup ce que j'entends. Ouais, moi aussi. Vous allez faire un opening? On a sur le pilote, il y a un espèce d'opening qui est dessus, et après l'idée c'est de lancer. En fait, français du coup. T'as eu le lien, t'as de l'anglais aussi. Vous avez pas regardé la vidéo? Non, j'ai regardé qu'une seule moi. Pourquoi un espèce d'opening? Il y en a eu 2 de liens. Pourquoi un espèce d'opening? C'est pas définitif, c'est ça? En fait, c'est pas encore dans les discussions, mais on verra si tu vois, si est-ce que on se permet d'aller chercher, je sais pas, une super chanteuse genre Lisa qui va faire l'opening, ou est-ce qu'on se dit bah vas-y, on est vraiment 100% français, et là on se tente un vrai opening à la française. À la française. Bon, alors moi je suis pas dans la production, mais j'aimerais bien un opening français, ça manque. Du coup, il y en a un truc qui va. Par exemple, j'aime beaucoup l'opening avec Orelsan de la saison 2 de One Punch Man. J'espère qu'il sera aussi sur la saison 3. On verra. Soso, t'avais une question? Non. Non, j'ai juste quelqu'un. Moi j'en ai une. Ouais, c'est Val, pardon. Quand tu feras l'épisode sur le baseball, est-ce que tu rendras hommage à Mitsuru Adachi ou pas? Voilà, c'est quel numéro l'épisode? Je me suis retenu. Il faut quand même dire à Nico qu'il y a un running gag dans cette émission, c'est que Adachi est son auteur préféré et il faut qu'il cite au minimum une fois par émission. Toujours. Mais du coup, est-ce qu'il y aura un hommage à Touch pour le baseball? Théo, la batte de la victoire, t'as dû voir ça. Avec un générique qui m'a... Claude Lombard, la reine, tout simplement. Non, mais après, c'est des références, je pense que les spectateurs et les gamins de maintenant n'auront pas. Mais pourquoi pas avoir le casque qui se baisse un petit peu, le genou qui tourne, et après on touche la balle. Au lycée Meisei, on fait des merveilles. Tu sais que t'as rendu Valentin heureux. Oui. On attend cet épisode. Mais là, c'est l'avantage avec cette série, c'est des clins d'œil pour tout le monde. Des clins d'œil pour tout le monde, de nous amuser et de se faire kiffer. Et c'est un terrain de jeu vraiment où ce sera sans limite. Et Soso, c'est ta main, ça hein? Non, c'est pas mon pied. Non, c'est mon pistolet. C'est suspect. C'est très suspect. C'est que il y avait une tension. Elle a fait, c'est ta main, ça. Ou t'es juste content de me voir. Heureusement que je l'ai pas dit avec cette voix-là. Soso, vas-y. Alors, on a juste et beaucoup de coucou quand même dans le chat. Il y a Roll-Up. Il y a toute ta famille apparemment. Là non, et coucou de ton lead animateur du pilote. Ok. Et du coup, il y avait quelqu'un qui demandait est-ce que vous êtes open au pitch pour t'envoyer des pitchs, je crois on veut t'envoyer des CV, je crois. Et des pitchs. Des scénarios. Carrément, on est toujours à l'écoute. On est tellement dans un milieu concurrentiel. Je sais pas, il y a combien de milliers de projets qui sont présentés par an, avec tellement de peu de portes d'entrée. Là, on est dans une crise qui nous fait très très mal en ce moment dans l'animation. Et du coup... comment s'exprime la crise dans l'animation? C'est-à-dire qu'il y a moins de personnes? Non, c'est qu'il y a moins d'argent. Il n'y a plus d'argent. D'accord. Il n'y a plus du tout d'argent. Les grands streamers américains, ils ont arrêté de commander de la prestation. D'accord. Et qui était fabriquée en France. Et donc, du coup, tu te retrouves avec des sociétés géantes qui ferment ou qui vont peut-être fermer, et des sociétés où leur chiffre d'affaires a baissé de au moins 40%. Après, vu qu'il y a des mecs intelligents qui disent d'aller sur les sites illégaux, c'est peut-être pour ça aussi. Est-ce qu'il y a un savoir-faire différent dans l'animation entre le savoir-faire français et tout à l'heure on parlait de japonais ou coréen ou même vietnamien? Il y a une différence chez nous? Ouais, nous la France, elle est vraiment appréciée. Il y a une vraie qualité. On a des viviers de talents vraiment très très bons en France. Les écoles d'animation, elles sont très bien placées. Tout à l'heure, tu parlais des Gobelins. C'est la seule que je connais, c'est pour ça. D'autres écoles, ça sort des gros talents. Et là, on l'a vu depuis les 10 dernières années, il y a de plus en plus de Français qui travaillent au Japon ou qui travaillent pour le Japon, en animation, en décor, en background, etc. Même sur les films américains, les gros longs métrages que vous voyez de Disney et tout, il y a au moins des Français, au moins pas mal de Français. On a une bonne image. Un super vivier. Ouais, un super vivier, une bonne image internationale.
Diff. Est-ce que tu dessines bien? Je dessine. Je pense que si mon équipe elle écoute, certains vont dire non et d'autres oui. Regarde le chat vite. Parce que si t'as basculé dans l'animation, c'est que t'avais un petit talent. Ouais, je dessinais beaucoup quand j'étais jeune. J'essayais de faire des mangas. Donc je m'arrêtais au bout de 4 pages parce que je perdais l'élan. J'ai beaucoup dessiné, mais maintenant, en fait, vu que mon travail c'est une partie créative et une partie business, je dessine de moins en moins. Roll Bobs qui dit bouf. Avec la petite émote tout chiffée. Bon. Tu pourrais lui dire qu'il passe à la compta rapidement? Ouais, voilà. Val, t'as parlé de cette époque où tu essayais de faire du manga sur cette IP très ambitieuse. Est-ce qu'il y a une volonté de faire aussi un format livre physique derrière ou même en numérique, donc d'avoir une variante manga ou c'est juste complètement ouais. Il y a c'est vraiment l'idée de faire un peu le modèle de toutes ces grosses licences qui soient partout. Nous, c'est vraiment la même idée, c'est de lancer un manga en parallèle. Donc on a commencé des discussions, on verra qui pourra monter dessus. Moi, l'idée, c'est aussi j'ai commencé à contacter aussi les Japonais, les Coréens pour le webtoon, pour la Corée, et les Japonais en direct pour voir si c'est possible ou pas de leur côté. Est-ce que des étrangers hors Japon peuvent créer un manga au Japon? Ouais. On va voir. On attend. Moi qui tente de monter sur vraiment pas mal d'IP japonaises ou coréennes, c'est vraiment compliqué de discuter avec eux. Parce que t'es étranger? Je pense que j'ai un avantage déjà, je suis asiatique, donc du coup ça va quand on discute, mais non mais c'est vraiment, mais sinon il y en a déjà les échanges, ils écrivent en japonais, ils écrivent pas en anglais. Ah, ils font pas d'efforts. Non. Oh, ok, je vois. Et après ils te disent jamais oui, jamais non, c'est très très long. Soso. Alors j'ai des petites questions. Alors il y a Babylonia qu'on embrasse on la salue, qui a dit alors les Dongrois c'est l'épisode Furio c'est quand? C'est quand que tu reviens faire la bagarre là. Les Dongrois c'est des studios qui charbonnent à foison entre 2D et 3D CGI. Les studios ont des équipes entières par layer, c'est très impressionnant. Et donc là c'était le petit point info de Babylonia, merci beaucoup. Et alors c'est vrai que quand tu as parlé du coup d'animation, tout ça machin, c'est vrai que j'ai oublié d'y penser, mais par rapport à l'industrie aujourd'hui qui en France a un peu de mal, j'y ai pensé parce que je vais sortir la semaine prochaine une vidéo sur ça. C'est le manga d'Inoxtag, Instinct. Et il y a eu un énorme trailer qu'il a fait avec la voix de Donald Renew dessus. Il y a eu Dorian Coulon. Très beau trailer. Est-ce que toi, du coup, tu en étais au courant, tu as lu? Il y a quelqu'un qui demande justement que penses-tu du manga Inoxtag Instinct. Et moi, je rajouterais du coup de tout l'engouement derrière, même de cette animation, justement avec des personnes derrière en freelance qui ont taffé dessus. Non, complètement. Ça, tu peux pas passer à côté quand tu es fan d'animé ou de manga. Et après, moi j'ai tenté d'envoyer un mail pour voir si c'était possible ou non. J'ai pas eu de réponse, donc je pense que c'est non. Mais souvent c'est ça. Ouais, et en fait c'est ça. Moi dans notre métier de producteur, c'est quand tu veux monter sur des IP ou des licences qui existent, c'est d'être parmi les premiers. Et ensuite il y a l'argent. C'est ok, cette IP elle va coûter cher ou pas, et tu tentes. J'aimerais revenir un petit peu en arrière parce que tu as dit que au final Ma vie est un manga, ça va être européen. Du coup, vu que ça doit plaire à tous les pays européens, est-ce que tu dois changer ta façon de faire pour t'adapter aux demandes de tout le monde? Totalement. Ça va être le grand four. Là, on n'est pas encore en plein dedans. Je pense dans les prochains mois, on doit livrer en gros quelque chose en septembre 2025. Ouais. Et donc, du coup, va falloir que ça convienne à tous ces pays, faire attention est-ce que c'est vraiment pour leur catégorie d'enfants chez eux en Irlande, est-ce que c'est la bonne catégorie d'enfants en Espagne, etc. Donc là, c'est tout un travail de coordination. Ouais. Valentin, garde ta question de côté. Soso, garde ta question de côté. Ouais, c'est pas une question. C'est juste pour dire qu'il y a Shahid qui a dit passe par nous, Nico. Par nous, voilà.
T'as l'info, c'est l'instant business. Le parrain. Le parrain dit c'est Je vais lui faire une proposition qu'il ne pourra pas refuser. Nico, je t'avais dit. Garde ta question de côté, mon cher Val. Diff, je me tourne vers toi. Oui, mon grand. Puisque tu as le Killer Beats le Killer toutes Beats les semaines. aussi. Est-ce que tu peux rappeler à Nico et à nos auditeurs le principe et après on y va? Le Killer Beats, c'est une rubrique que j'ai depuis pas mal d'années. Année, il a commencé. Ouais. Ok. Et qui consiste à aller chercher les perles rares dans la musique asiatique. Principalement Japon, mais aujourd'hui je suis en Corée. Annyeonghaseyo. Voilà, Killer Beats aujourd'hui en Corée, un artiste qu'on nommera Penomeko. Voilà. Un rappeur, auteur, compositeur sud-coréen de son vrai nom, Jeong Dong-Uk. Né le 7 Ça n'a pas été simple. J'ai entendu Hubert dire c'est le Killer Beat, mais bon. Non, tranquille. Né le 7 octobre 92, il fait ses débuts en 2014. Il est membre d'un groupe hip-hop Fan X Wild Child. En 2017, il participe à Show Me the Money, une émission genre Nouvelle École. Apparemment. Oh shit. Apparemment, c'est le chouchou, mais il s'est vite fait éliminer. Des fois, dans ces émissions-là, écoute, c'est pas le peuple qui décide. C'est vrai. Et il a quelques EP, albums dans un certain Organic, sorti en 2021, qui contient un titre qui s'appelle Bolo, qui est probablement le titre qui a le plus fonctionné dans sa discographie. Et attendez, dans ce titre-là, il est en featuring avec une personne que nous connaissons. C'est qui? Que nous venons de découvrir. Il s'agit de 007. Ah bah oui. Mais tu t'en avais parlé. La bosse. Pas James Bond. Ah ouais. Pas James Bond, hein. Un autre 007. Il est dans la saison 2 de Squid Game. J'ai pas regardé la saison 2. La saison 2 de Squid Game. C'est Tiopi. Et il possède le 007. C'est l'abruti qui est coincé avec sa maman dedans. Il a des lunettes, il est coincé il est coincé dans le Squid Game avec sa maman. Et lui, il s'appelle YDG, Young Dong-gun. Il est né en juin 79. C'est un OG, tu vois. C'est un acteur, artiste, auteur, breakdancer. Le gars m'épate, tu vois. Ouais. Et en vrai, ils ont fait un gros titre qui est sorti sur le projet Organic il y a 2-3 ans. Et c'est le titre qu'on va s'écouter aujourd'hui. Bah écoute, let's go. Bang bang. Yeah. Baby do me like a bullo. Baby do me like a bullo. 그녀에게 전해줘 되도록 따뜻한 노래로 yeah. 우린 다음 장을 넘기고 색을 얹었다며 like indigo 시끄럽기만 한 도시의 빌미로 귓속말을 전해 come with me girl yeah. I'll be riding in the city make a go, make a go, make a see your 가리가리 어디 볼까 get your number just talk to me 꽃이 폈나 어디 볼까 don't know so far 넌 내 맘 말랑가 몰라 어디서 볼까 get your number just talk to me 꽃이 폈나 어디 볼까 don't know so far 넌 내 맘 말랑가 몰라 Baby don't act like a bullo yeah. 너만 몰랐어 bullo yeah. 내가 부를 뽀뽀 yeah. Baby don't act like a bullo 너만 몰라 you bullo yeah. Penomeko atte지 Biggie with collaboration Instead 잘 모르게 말한 사람을 알지 우리 둘만의 파티 이거 봐봐 perfect body 지금 이 순간만이 오직 너만이 내 잡기 From my heart to B-Nation 대감사해 hater 대가리 박후 대참사 마음 말리자 마음 말리자 마음 말리자 Baby don't act like a bullo hey. 너만 몰랐어 bullo hey. 내가 가부를 뽀뽀 hey.
like a bullet. 너만 몰라 you bullet. 가만히 눈을 감아 널 향한 마음을 담아 넌 저기 넓은 바다 난 어떡하리요. 가만히 눈을 감아 널 향한 마음을 담아 넌 저기 넓은 바다 난 어떡하리요. Baby don't act like a bullet. 너만 몰랐어 bullet. 다가가버려 뽀뽀. Baby don't act like a bullet. 너만 몰라 you bullet. Eh mais on est presque dans de l'afrobeat là. Ouais, je trouve que c'est un hit, tu vois. Bah ouais. T'as vu, il y a des choses qui nous échappent parce que c'est que sur l'Asie. Mais Penomeko featuring YDJ, tu vois, qui est le 007 dans Squid Game saison 2, qui est coincé avec sa maman dans le jeu. Ouais. Et il est très hilarant dans le game, tu vois. Ouais. Et je m'attendais pas qu'il soit aussi âgé et aussi talentueux parce que c'est vraiment un multicasquette, quoi. Ouais. Il a plusieurs albums à son actif, mais essentiellement dans les débuts 2000. Ok. Mais sinon, il a fait plein de bails. Il a fait des comédies musicales, il a fait des dramas. Voilà, c'est... La Corée, quoi. Ouais, la Corée. Littéralement, tu fais tout. Exactement. Parce que moi je m'y connais pas trop en rap coréen. R&B coréen, je m'y connais un peu plus. D'ailleurs, je t'en passerai quelques-uns pour voir si tu veux en parler. Éventuellement, moi, j'ai découvert et j'ai trouvé que ce titre-là, il était vraiment top. Rap coréen, c'est très fort. C'est actuel, hein, le titre. Oui, c'est pas hein. actuel. Ça marche C'est super. lourd de ouf. Donc, c'était Penomeko featuring YDJ qui est dans la saison 2 de Squid Game. C'est lui. Soso. Si tu veux rester dans la saison 2 de Squid Game, t'as un rappeur dedans qui est ultra important, c'est T.O.P. Celui qui fait le fuck là. Thanos. Celui qui fait Thanos là. Qui a les cheveux en pique. Moi, j'ai pas encore vu cet épisode-là, mais j'ai juste vu sa tête. Qui est rappeur dans la série et qui dit qu'il s'appelle Thanos. Je sais pas, en gros, je crois à un moment, il dit à la meuf, ouais, t'as un truc sur le visage, là, je sais pas quoi, là. Il dit à une meuf et elle se fait buter, je crois. Et justement, lui, c'est le rappeur du groupe mythique Big Bang. Et lui, il a un vrai parcours de fou et justement, il a une voix très grave. Et c'est lui qui a un peu posé les bases du maintenant, il faut un rappeur avec une voix grave dans tous les groupes. Bah, je vais faire Lui, il a un parcours de fou. Je vais faire mon investigation, mais dans la série, si c'est celui dont on parle, c'est le même. Il est bad ridicule. C'est quoi le nom grave, déjà c'est pas grave. Thanos, il s'appelle Thanos. Mais en vrai, c'est T.O.P. T.O.P. Penomeko. Penomeko, ouais, voilà. Penomeko, yeah, baby. Merci beaucoup, mon cher Diff. Ouais, c'est ça. C'est Soso ou Valentin? Il y en avait un des deux qui avait. Ah, c'est Moi, Valentin qui avait une question pour Nico. Ouais, t'as parlé tout à l'heure justement de se positionner très tôt pour réussir à choper une IP parce qu'on peut pas faire que de la création. Si t'avais aucun problème de contrat et tout l'argent du monde, en dehors de Dragon Ball, hein, bien sûr, ça serait quoi la licence sur laquelle t'adorerais produire quelque chose? Bah, ça va être Card Captor, c'est quoi? Ouais, vraiment, on en revient là. Il est où ton tatouage de Card Captor? Non, je l'ai pas, j'en ai pas encore. Mais non, ouais, ça c'est une IP qui m'a fait voyager, gamin. Donc du coup, et après, ce serait de faire un Dragon Ball, mais je sais que je vais le ruiner, je vais me faire fumer après. Donc attends, mais juste parce qu'il faut qu'on éclaire. Non, s'il te plaît, faut qu'on éclaircisse ça. Quand tu parles d'un Dragon Ball, c'est-à-dire un manga de super pouvoir ou un vraiment Dragon Ball like. Une OAV. Tu rajoutes une OAV, tu vois. Tu mets le troisième frère de Frieza. On peut pas, mais ce serait, tu vois, de travailler sur Dragon Ball, ce serait fou. Ah oui, d'accord. Ok, commandé par la Shueisha ou par la Toei. Ok. Ouais, j'ai pas envie de parler de Dragon Ball Daima, ça va m'énerver. Je préfère qu'on s'arrête là. Ouais, du coup, moi là. Tu vas un peu sur les anciens désirs ou de séries. Bah, là, pour l'instant, c'est encore top secret, mais on ferait un reboot d'une IP très très connue au Japon avec la Toei Animation. Très connu au Japon, mais c'est venu jusqu'en France. Ils ont des centaines. Donc, après, la Toei, ils ont presque tout. Ils ont pas mal de choses. Ouais, et c'est venu en France. Hein. C'est venu en France. Reboot, est-ce que tu as le droit de nous dire la. Shin-Chan, c'était la Toei ou pas? Alors, pas forcément l'année, mais la décennie où c'est arrivé. 2000. C'est arrivé en 2000 en France. Je pense. Ah ouais. Ça élimine quand même pas mal de choses. Mais bon, voilà. Et après. Non, mais je veux pas que tu le fasses griller non plus, donc on en parlera en antenne.
Là, Soso, alors Soso, elle est en train de chercher. Si vous voyez la tête qu'elle fait quand elle cherche, on dirait qu'elle a senti une odeur qui est pas ouf. Autre question, tu le vis pas, c'est pas hyper frustrant d'être justement comme c'est des projets sur super long terme avec des NDA là où t'as pas le droit d'en parler. Tu vois, tu dois être dans le secret. Toi, t'es super heureux parce que t'as signé enfin un truc. T'as juste qu'une envie, c'est le crier partout. Je vais travailler sur Dragon Ball. Et tu dois garder ça pendant 2 ans, 3 ans, 5 ans secret. Comment tu fais là, ce côté James Bond? Ouais, non, ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu. C'est sûr que tu as envie de créer sur tous les toits. Je fais tel projet, tel projet, tel projet. Mais après, si tu vois, en criant sur tous les toits que tu fais tel et tel projet, il tombe à l'eau juste parce que tu as détruit une NDA ou parce que t'as trop parlé. Parce que tu as trop parlé et que du coup, il n'y a plus d'exclusivité, il n'y a plus ce genre de choses. Non, tu t'en parles avec tes potes, avec ta meuf. Faut se contenir. C'est important dans le business. On parlait d'animé tout à l'heure ou des choses que tu as pu regarder. Est-ce qu'aujourd'hui, quand tu regardes un animé actuel, parce que juger les animés des années 90, début 2000, c'est pas ouf, mais est-ce qu'aujourd'hui, quand tu regardes un animé, tu as cité Dan Dadan tout à l'heure, on peut parler d'autres, est-ce que tu le regardes toujours avec des yeux professionnels et est-ce que surtout ça peut t'inspirer sur ce que tu vas faire toi derrière? Ah, ça, complètement. En fait, je le regarde de 2 manières. Soit j'arrive à être transporté dans l'univers et j'essaye de pas trop me poser de questions. Parfois, il y a des incohérences scénaristiques ou des trucs comme ça. Et mon cerveau, il va tout de suite se dire là, il y a eu un faux raccord ou la DA, elle est pas super belle, etc. Et donc, du coup, ça me gâche. Ça peut me gâcher des séries, des animés. Dès qu'il y a un truc qui me sort de la série, ça me gâche tout. Mais sinon, non, j'essaye à chaque fois de prendre du recul. Tu vois, moi, je vais lancer un Crunchyroll et je vais regarder l'épisode 1 de chaque animé juste pour regarder, parce que je kiffe les animés. Et c'est tout. Mais j'essaye. Mais parfois, c'est dur. Parfois, tu te dis, juste parce que tu as une animation qui est pas super top, là, moi, mon cerveau... Ça te gâche le plaisir. Ouais. Et après, tu te poses d'autres questions. Là, moi, j'ai le côté business, c'est à chaque fois, je me demande combien ça a coûté. Je me dis, ça, c'est une série à 7 millions, ça, c'est une série. Tout ton délire de Et après, tu te renseignes pour voir si t'avais bon. Et après, je me renseigne, Et t'as souvent bon ou pas? On va dire ouais. C'est un profiler des prix. Avec ton métier de prod, t'es là avant même que le projet existe, t'es là au lancement du projet, t'es là à la fin du projet, t'es là pendant la conception du projet. C'est lequel moment que tu préfères dans la vie d'un projet? C'est la création. Avoir une idée, parce que moi j'ai les 2 postes, producteur et créateur, c'est d'avoir l'idée et d'essayer de mettre en place l'idée. Après, ça devient de la mécanique. C'est de l'industrialisation, de la mécanique, c'est est-ce que les enjeux émotionnels sont assez forts, etc. Le concept, est-ce qu'il est bien verrouillé? Donc du coup, t'es plus dans ce truc pétillant où tu te dis ce serait top de faire une héroïne, de faire une magical girl, de faire ci, de faire ça. Soso. Et dans le chat, il y a Babylonia qui insiste beaucoup pour qu'il y ait du hippo. Parce que c'est la bagarre. Moi, j'insiste sur Devilman Crybaby. Je pense pour 6-10 ans, c'est bien. Oui, très bien. Bien sûr. Ça peut être un super épisode. Un sabbat de 13 minutes, nickel. Ce serait très bien. Moi, pour qu'il y ait l'Eclipse, une version Eclipse de Berserk, ce serait très bien. Mais ça pour les 4-5 ans. Bien. Après, si Sakura se transforme en Magical Girl comme Cutie Oni, ça passe. 6-10 ans, crème. Donc elle se transforme comme Sailor Moon, où elle est complètement nue avec des petites étoiles. Cutie Oni, t'as pas les étoiles. Ah, c'est mieux ça. Chéri Miel, si tu te souviens en français. J'ai jamais regardé, je crois. C'est pas dans l'ancienne, ça. Oh, ça y est, ils sont repartis. Clémentine, Chéri Miel. T'as réveillé Diff. C'est Gonagai. C'est Gonagai, oui. J'ai pas tout regardé. Oh shit. Et puis j'étais vachement... Dis-moi, Nico, parce qu'on arrive en fin d'émission, il y a donc Ma vie est un manga, mais est-ce qu'il y a d'autres projets qui arrivent pour... Ma vie est un manga, c'est pour 2026, c'est-à-dire? Normalement, ouais. Est-ce qu'il y a des projets qui arrivent pour 2025? 2025, sortie des studios, je pense pas. Je pense pas, parce que le temps de production, mais plus de début mi-2026. Mi-2026, va y avoir, de chez nous en tout cas, va y avoir beaucoup de choses qui pourraient sortir en 2026. Dont une adaptation d'un webtoon coréen. Ok. Si pareil, tout se passe bien, si après ce soir, on ne rompt pas le contrat. On va regarder sur le chat, mais pour l'instant, personne n'a gueulé. Shahid, il a dit nous, passe par nous. Quand tu passes avec Shahid, ça se passe toujours bien. Et je veux même tenter, là on verra si ça marche, je veux tenter un contenu mature aussi.
contenu mature, mais pas aller dans la pornographie, mais aller dans l'érotisme. Ah, parce que Div voulait savoir si c'était par rapport à Prison School ou pas. La saison 2 La saison 2 de Prison School. Mais créé par, produit par des Français, pour le marché européen. En fait, j'essaye vraiment de ramener... énormément de projets. Énormément de projets, mais ramener aussi de l'animé, mais qui se conforme au marché. Ok. Est-ce que ce serait genre un peu érotique, un peu à certains épisodes de Love, Death and Robots? Ouais, ce serait de l'érotisme. Okay. Mais à voir, ça passe. Les rêves de 80. Nico, je rappelle que tu es producteur pour le groupe Blue Spirit et le label Brain Comet. J'ai hâte que tu reviennes avec les news. N'oublie pas que tu es ici chez toi. Un grand surtout merci mature. À toi. Surtout mature. Merci à toi, mon cher Val. Merci Soso. Merci Diff. Yeah, merci évidemment à Xavier, à Mélissa, à Juliette, à Face, à Shahid, à Laura. Et merci à vous qui nous écoutez ou qui nous regardez chaque semaine dans Yata. On se retrouve mercredi prochain, 19h, pour une prochaine émission, un prochain Yata. Ciao. Bye bye. Ciao, ciao.